tous dans la Shitlist, l'émission hors série de Retour vers le Turfu qui ne vous parle que du pire du cinéma. Dans le sujet de notre 7ème numéro, aujourd'hui nous n'ennuions pas à faire un sujet intéressant ou créatif pour faire du clic. Jouons là à l'américaine, parlons des plus mauvais remakes de films avec une emphase en particulier sur ce que Hollywood nous a fait de pire dans cet exercice. Au programme de notre sélection ce soir, Godzilla de Roland Emmerich, Total Recall, Mémoire programmée de Len Wiseman et Karate Kid de Harald Svart. Je suis Luc Le Goïdec et aujourd'hui pour ce premier volume des pires remakes au cinéma, je suis accompagné de mes frères d'armes, de mes poteaux de la galère. Marvin Montest du podcast Final Cut. Salut Marvin. Bonjour tout le monde. Emmanuel Pedon du podcast Le Coin Pop. Salut Manu. Salut. Et Karim Beradia du podcast Les Débuts la Fin. Salut tout le monde. Et on fait un gros bisou bien sûr à Romain Raider, le champion Fortnite qui est en régie ce soir. On lui fait un gros bisou. L'homme de l'ombre. L'homme de l'ombre, effectivement. On aurait eu besoin de lui. Putain. Allez, go go, tout New York pour aller dans le n'importe quoi avec Godzilla. Appel à toutes les unités, code 57, je répète. La cible nous fonce dessus. Il est trop rapide. Le gouvernement panaméen. Traces de passagers, morts ou survivants. Ne zappez surtout pas. Pourquoi on ralentit? Cette chose n'est qu'à 300 km de la côte est des USA et on ne sait même pas ce que c'est. Godzilla, sorti en 98, réalisé par l'allemand Roland Emmerich sur un scénario qu'il a coécrit avec le producteur Dean Devlin. Remake du film de Ishiro Honda, sorti en 54, film culte et important de la culture japonaise qui a propulsé tout un mouvement de films, les kaiju. Godzilla, l'original, se passait aux abords de Tokyo avec un monstre géant issu d'une mutation avec des tests nucléaires américains. Godzilla 98, quant à lui, nous plonge à New York dans ce que l'humanité a connu de pire. Les années 90. Nous suivons plusieurs personnages qui vont devoir survivre et chasser un lézard géant qui met le boxon en ville, une épopée fantastique qui va réunir cette occasion un casting 2 étoiles sur 5. Jean Reno, Mathieu Broderick, Maria Pitillo. D'ailleurs, Maria Pitillo, si vous le savez, elle a eu le Razzie Awards et vous allez savoir pourquoi. Elle le mérite. Elle le mérite, putain. Projet de remake datant des années 80, maintes fois repoussé jusqu'au succès fracassant du film Independence Day en 96, mise en scène par le Spielberg allemand Roland Emmerich, où il sera récupéré par les studios de chez Sony pour mettre en scène Godzilla, après quand même avoir refusé le projet une fois, quelques années avant, car il en avait strictement rien à foutre de ce personnage. Roland Emmerich va changer quelques paramètres par rapport à l'original, exit le Japon, bonjour l'Amérique. Ne dites plus que Godzilla provient d'une mutation d'un lézard à cause des essais nucléaires américains, mais dites plutôt que c'est la faute à Jacques Chirac et au gouvernement français qui fait mubuse avec la bombe en Polynésie française. Et surtout, virez le mec en costume et remplacez-le en profit d'un magnifique Godzilla 128 bits version PS2 qui fait mumuse avec des hélicoptères en point GIF. Marvin, outre ces changements, qu'est-ce qui fait que ce soir ce film se trouve dans notre shitlist ? Qu'est-ce qui fait que vous me mettez dans la sauce directe comme à chaque fois, quoi. Merci, quoi. Non, mais c'est marrant, t'as parlé de Dean Devlin en intro, et c'est assez rigolo, parce qu'il y a pas si longtemps que ça, je crois qu'il a donné quelques interviews où finalement le mec a accepté il a accepté de considérer que le film était en quelque sorte un peu mauvais, quoi. Et donc il a expliqué un petit peu pourquoi, selon lui, c'était mauvais. Alors déjà, il a écarté tout l'aspect. Oui, c'est vrai qu'on a un petit peu été chercher du côté de chez Jurassic Park, tu vois. Un peu. Par exemple, Mais non, un peu. Dans les séquences au Madison Square Garden. Mais surtout parce qu'en fait, c'est lui, des deux, le passionné de Godzilla, c'est pas spécifiquement Roland Emmerich, a priori, hein. Lui, il a une vraie, c'est un vrai fan de Kaiju Ega, quoi. Et donc, en fait, il dit qu'il a poussé, en fait, Roland Emmerich pour qu'il prenne le projet. Et que donc, ils ont essayé de trouver un terrain d'entente, quelque part, tu vois, qui puisse un petit peu les contenter tous les deux. Et donc, il fallait qu'ils trouvent des points d'ancrage qui pourraient convenir à Roland Emmerich, qui est, entre autres, un espèce d'immense fan de destruction à grande échelle, quoi. Tu vois, donc c'est-à-dire que, bon, bah, du coup, il a fallu un petit peu arrondir les angles. Déjà, on va commencer par ce qui se passe le moins bien, on va pas non plus tourner autour du pot. Le problème, c'est peut-être, évidemment, à mon avis, le traitement de la créature, quoi. C'est-à-dire que Godzilla, on a tendance peut-être à le voir maintenant, et à le voir avant, hein, comme une espèce de créature déifiée, quoi. Tu vois, c'est une espèce d'entité démoniaque, c'est quasi un dieu, quoi, tu vois. Alors que là, en fait, on a essayé de le rendre un petit peu plus proche de l'humanoïde, j'ai l'impression, en tout cas de le caractériser comme un animal. Ouais. C'est-à-dire que c'est un lézard. C'est-à-dire que l'approche, c'est, encore une fois, c'est Devlin qui le dit lui-même, c'est un lézard. C'est-à-dire qu'il est ni bon ni mauvais. Qu'est-ce qui se passait si un animal devenait haut de 30 mètres, quoi ?
Voilà ce qui se passerait. Il mangerait du poisson en tonnes et puis il mettrait des coups de queue dans des gratte-ciel sans faire véritablement exprès, quoi. Donc voilà, et ce qui nous donne peut-être le problème le plus majeur du traitement narratif, c'est que du coup Godzilla, dans toute sa symbolique, elle s'est un petit peu perdue en route, quoi, parce que qu'est-ce que c'est Godzilla quand même à l'origine ? C'est quand même le résultat d'un trauma national voire continental. C'est l'après-seconde guerre mondiale, c'est le traumatisme de la bombe atomique. Quel est le trauma continental qui mène à la création de Godzilla ? C'est les essais de Chirac dans le Pacifique, quoi. Mais attends, on culpabilise. Et C'est déjà ça. il culpabilise quand même pas mal, donc peut-être que le peuple de Manhattan a été extrêmement touché par les essais de Chirac dans le Pacifique. Je suis pas vraiment au courant de cette histoire, mais il se peut que ça arrive. J'ai peut-être pas trop cette culture-là, quoi. Donc voilà, tu vois, déjà en termes de symbolique, Godzilla, qu'est-ce que tu veux, quoi. Voilà, il a plus cette puissance, quoi. C'est un animal un peu neutre, un peu con par moment quand même. Très con. Et donc voilà, c'est une des grosses raisons qui font que ça fonctionne pas très très bien. On a cité déjà des emprunts, Jurassic Park évidemment, que ça soit dans le sound design, que ça soit dans les mouvements de Godzilla quand même, et puis évidemment par la superbe idée des bébés Godzilla au Madison Square Garden, ce qui est assez fabuleux, quoi. C'est plaisir. Tout le monde l'a vu. Je me souvenais pas que c'était si long. Ouais, moi C'est non un plus. enfer. C'est très très long la partie Madison Square Garden. Et ça faisait un peu Alien d'ailleurs aussi, ce truc Madison Square là où t'as tous les À Godzilla un qui sont moment, à l'intérieur. les œufs là, Bien sûr. les œufs font très œufs Bien d'alien sûr, bien géant. sûr. Encore un bel emprunt. Ce qui est super bien aussi dans le problème des Français, c'est que en plus les mecs de faire des essais dans le Pacifique, de créer un lézard géant, ils envoient a priori leurs meilleurs agents sur place. Donc qui sont Jean-Luc, Jean-Philippe et Jean-Christophe, donc incarnés évidemment. Ils s'appellent tous Jean. Ouais, les Jean, potes de Jean Reno. Jean quelque chose, je schématise, c'est peut-être vraiment ça, j'en sais rien, mais Si, c'est ça. euh, C'est vraiment ça. et donc t'as Jean Reno qui est là et qui passe sa vie à essayer de trouver le meilleur café. Voilà, faut qu'il soit torréfié en France, tu vois, à manger des croissants. Il est déçu quand on lui apporte des donuts. Et puis évidemment quand ils essaient de viser Godzilla, ils touchent plutôt les immeubles que la créature, quoi. Parce que tu vois, l'incompétence de l'armée française, c'est quand même quelque chose. Attends, c'est pas les Français en hélicoptère, c'est Oui, t'as l'armée raison. américaine. Non, mais de toute façon, après, l'incompétence des forces militaires, quelque part, c'est un trope récurrent de Emmerich quand même, tu vois. Parce que Roland Emmerich, si on en parle 2 minutes, je pense pas que ce soit un mec qui se prenne vraiment au premier degré. Alors je sais pas, tu vois, il y a beaucoup de gens qui ont tendance à interpréter ça comme des trucs un peu débiles, un peu turbo teubé, quoi. Moi, j'ai du mal à accepter qu'on prenne Independence Day comme un truc littéralement, tu vois, pro-US. Après, il faut lui reconnaître des choses. Moi, la première chose quand même que je reconnais, et c'est un peu paradoxal par rapport à ce que j'ai dit avant, c'est que je trouve que le design de la créature est finalement assez intéressant, au sens où il est quand même vachement différent du Godzilla, du premier Godzilla et du Godzilla d'aujourd'hui, tu sais, qui est une sorte de ressucé un peu bizarre d'un Godzilla original, quoi. Moi, je le trouve pas hideux. Voilà, je trouve que par exemple, tu vois, cette espèce de tête toute plate, elle marche pas trop mal, quoi. Et puis hop, voilà, vous sentez comment c'est laborieux de trouver des trucs. Ouais. Pour mais bon, voilà. Mais t'as pas à te justifier, mec, tu peux y aller complètement dans le négatif à En fond. fait, je vais vous expliquer pourquoi je me justifie. C'est parce qu'il y a quand même quelque chose de correct. C'est que ça reste peut-être notre porte d'entrée en fait vers le mythe Godzilla. Mine de rien, tu vois, c'est ça. Moi, c'est la mienne en tout cas. Moi, j'étais gamin. Sans ça, on n'aurait pas le plaisir de voir aujourd'hui Godzilla versus Kong, tu vois. ce qui permet de relativiser beaucoup de choses. Ce que tu dis, c'est pas con parce que le film, quand il est sorti, ça avait fait. Donc au Japon, ça avait fait un gros plat. Hein. Les mecs, ils ont dit c'est de la merde, c'est pas le Godzilla qu'on veut. Ils l'ont même défoncé dans le Godzilla Final Wars après, tu vois. Ouais, mais justement, ça a permis de relancer en fait la machine des Godzilla au Japon. Ouais, bien sûr. Avec toute une nouvelle quadrilogie. Bien sûr, et nous amener au génie de Legendary aujourd'hui, qui fait des Godzilla qui font des rictus et des regards caméra quand il bolosse King Kong, tu vois. Ce qui est quand même une superbe idée. Donc voilà, tu vois, il y a ce côté porte d'entrée, on l'a tous vu quand on était gamin, on en parlait en off, voilà, on garde une espèce de petite tendresse pour ce truc-là qui peut-être le méritait pas tant que ça. Il reste que, en termes d'effets visuels, on peut dire ce qu'on veut, je le trouve encore relativement cohérent, quoi. Il est pas dégueulasse. Il est dégueulasse, cohérent, alors, ouais, mais dégueulasse. Je vais le dire de tête, c'est peut-être une grosse connerie, mais je crois que c'est un film à 145 patates. Ouais, c'est ça. Pour l'époque, c'est un truc de ma boule, tu vois. Et moi, je le trouve carrément acceptable, quoi. Enfin, je veux dire, ça, c'est un truc de Roland Emmerich aussi. Même si les films sont parfois difficilement visionnables, tu revois une Independence Day aujourd'hui, c'est absolument loin d'être ridicule, tu vois. D'accord avec Independence Day, mais Godzilla, quand même, il y a des choix, surtout sur le début, où ils font tout ça encore une fois 2 jours, où c'est vraiment très moche. C'était déjà très moche à la sortie, quoi. C'était déjà un peu moche en 98. En plus de ça, t'as Roland Emmerich, qui est un mec qui a l'air d'être fasciné par les effets numériques, tu vois. C'est-à-dire qu'il préfère utiliser ça que du dur, apparemment. Et 98, c'était plutôt une bonne époque, puisqu'il fallait encore composer avec des animatroniques. Donc, ce qui fait que l'association animatronique numérique, qui est un truc aussi tu vois, le même procédé que dans Jurassic Park, quelque part, fonctionne
plutôt très bien. Le souci, c'est que bon, après, il se perd un petit peu quand il continue à faire des films. Tu vois, quand aujourd'hui il fait Midway, un film sur l'attaque de Pearl Harbor. Je l'ai même pas vu, j'ai pas osé. Voilà, tu fais le comparo avec par exemple Pearl Harbor, hein, qui est un mauvais film, mais qui était tourné avec des décors en dur. Eh ben, t'as du mal à comprendre pourquoi on continue de faire des dogfights en CGI, quoi. Après, voilà, moi je le trouve pas hideux visuellement. C'est vraiment pas ça qui m'embête. Le plus gros problème, à mon sens, une fois que t'as découvert un petit peu véritablement le mythe Godzilla, bon bah c'est le traitement de la créature, quoi. Plus aucun symbolisme, plus vraiment de puissance, en fait. Vide de sens, quoi. Et accessoirement, Godzilla, il est quand même très fragile dans celui-là, quoi. Il y a qu'il faut pas grand-chose quand même pour le foutre en l'air. C'est quand même censé être une espèce de créature gigantesque, une sorte de dieu ultime, hein, quelque chose qui dépasse l'entendement, tu vois. Là, non, enfin, clairement, ça va, quoi. On va lui mettre 2 petites roquettes et puis il va fermer. Ouais, il va t'atterre, quoi. Donc, voilà. Bon, après, voilà, je le revois comme ça pour rigoler, un peu comme un espèce de nanar de luxe, tu vois. J'aime pas trop dire ça, mais c'est un peu ça que je vois là-dedans, quoi. On en a à 145 millions, quand même. Hein. Je parle pas de l'interprétation des pauvres gens qui se retrouvent un peu embarqués là-dedans, tu vois, Mathieu Broderick et compagnie. Bon, bah, voilà, qu'est-ce que tu peux attendre de ce truc-là? Mais c'est vrai, je veux dire, c'est Maria Pitillo aussi. Maria Pitillo, voilà. Oh là là, donc, ce truc, c'est un scandale, voilà. c'est un scandale. Donc voilà, j'ai déjà beaucoup trop parlé de Godzilla, enfin, je vais vous laisser faire parce que là. Non, mais à la base, ce film, on s'était déjà un petit peu dit dans le chat, mais ça devait être réalisé par Yann de Bond. Yann de Bond, c'est un grand artisan du cinéma, puisqu'il a été le chef-op de Paul Verhoeven depuis ses débuts jusqu'à Basic Instinct. Il a été un chef-op fabuleux, un réalisateur un peu plus inégal, quoi. Il a été chef-op ensuite sur Die Hard. Il a fait Die Hard et il a réalisé également Speed avec Keanu Reeves. Et il était en état, sur le projet Godzilla, il était en état, lui, de pré-production carrément bien avancé, avec un scénario d'un Godzilla géant qui pète la gueule à d'autres monstres, comme ce qu'on retrouvera justement dans la série animée qui fait suite au film en 99. Pas bien non plus. Magnifique série où Moi j'étais adolescent. Non mais c'est une magnifique série où Godzilla est officiellement devenu ton animal de compagnie, quoi. Je crois que c'est la descendance du Godzilla du film. Ouais, c'est l'œuvre de la fin. De Mr. Tatopoulos. C'était dans la même veine graphique que Men in Black. Alors à la limite, c'est le même studio, je crois. C'est pas dégueu, mais regardez, c'était chiant. Et puis Godzilla en pète, ça fait vraiment chier, quoi. Genre, là, il mettait des Kamehameha dans la bouche, c'était chiant. Il y avait toutes ces séries-là qui étaient pas trop ridicules. Tu sais, t'avais la série Men in Black, je crois, à peu près au même moment et tout. Mais après, l'idée de faire de Godzilla un petit peu ton gars sûr, je peux la comprendre. Dans le sens où, bon, il va pas revenir défoncer ta maison à chaque épisode parce que ça va être problématique, quoi. Ouais, mais cette idée à la con, ça a été récupéré un peu dans les films suivants de Legendary Pictures, notamment Godzilla Roi des Monstres, là où il y a la meuf de Stranger Things là qui fait ah, c'est mon ami Godzilla. Ouais, après c'est beaucoup plus compliqué. Horrible. Legendary, merci beaucoup. Pourquoi ça a foiré Yann de Bont? C'est que le budget était trop élevé. Il voulait, en fait, je crois que les producteurs souhaitaient un budget de 100 millions à peu près. Ce que proposait Yann de Bont, c'était 130 millions. Mais en même temps, c'était normal par rapport aux monstres qu'il voulait mettre en scène. Et lui, Emmerich, il arrive derrière, donc en chopant le contrat, en promettant de ne pas dépasser les 100 millions, mais il finira finalement à 145 millions, comme un gros sac. On est d'accord que le problème principal du film n'est pas le dépassement de budget, n'est-ce pas Manu? Non, clairement. Et je t'avoue que je savais pas que Yann de Bont devait réaliser à la base, mais déjà, on a commencé à y toucher, rien que me dire que c'est Emmerich et que ça sort un an après Independence Day, j'arrive pas à comprendre. Parce que pour moi, un des gros problèmes du film, c'est que déjà, il vieillit beaucoup plus qu'Independence Day. Au niveau des effets, moi, je suis pas d'accord. Ça tient plus trop aujourd'hui. Et limite, de temps en temps, j'aurais préféré que les bébés Godzilla à la fin, ce soient des mecs dans des costumes, tu vois. Parce que je trouve tu dis ça en portant un t-shirt Marvel, franchement, c'est dégueulasse. C'était ton Joker, t'as plus le droit pour la suite. C'est fini. Sache que tu l'as peut-être gaspillé un peu trop, toi. Mais ce film a aucune ampleur. Godzilla, certes, il est impressionnant pour l'époque, mais déjà, il est loin de ce qu'on a pu voir avant et de ce qu'on a pu voir après. Mais même dans l'intrigue, ils foutent ça à New York et il y a 50 personnes dans New York. Le maire, il est là pour se faire réélire. Il y a vraiment 40 personnes devant lui pour la conférence de presse. Il n'y a pas une voiture qui traverse les rues. Même les bâtiments iconiques qui sont là pour être explosés, tu sens qu'ils ont pas, enfin, tu sens que c'est des vieux effets dégueulasses ou des maquettes dégueulasses. Ça a pas l'ampleur du tout de ce que ça devrait être. Et ça, déjà, moi, quand je le matais gamin, parce que je l'ai pas dit, mais j'étais très fan de ça quand j'étais ado et je l'avais pas revu depuis très très longtemps. Mais à l'époque, j'en étais fan et j'ai pris une grosse claque en le reprenant dans le mauvais sens, quoi. Parce que vraiment, c'est beaucoup descendu dans mon estime. Ce que je trouvais cool à l'époque, bah là, je le retrouve pas. J'étais fan de Jurassic Park et tout, mais depuis des films de monstres, on en a eu quelques-uns, quoi. Et il y a loin d'y avoir la subtilité de Jurassic Park ou même du Monde Perdu, même si on considère que le Monde Perdu, c'est pas forcément super subtil. Mais voilà, il y a pas d'ampleur et je trouve que les effets sont mauvais. Et après, mais ce scénario, c'est n'importe quoi. Alors, comme le dit Marvin, il y a plus de symbolique, mais en dehors du fait qu'il y ait plus de symbolique,
symbolique. Scientifiquement, humainement, il y a rien qui tient. Ça n'a jamais été le cas chez Emmerich, hein. Il a jamais été pointu sur le Bah, je sais pas. Moi, Independence Day, je trouve que je vais pas arrêter de parler de ce film parce que j'adore vraiment Independence Day. Mais même dans ces derniers films, enfin ces films des 20 dernières années que j'aime pas trop, même si le scénario est con, ça se tient carrément mieux dans les personnages, dans l'intrigue et dans les effets spéciaux et même dans l'ampleur. Il sait faire de la catastrophe qui a de la gueule. Là, c'est un New York, vraiment c'est tout petit. Tu vois l'île de Manhattan de loin au début, tu te dis mais je sais pas, je sais que c'est un vrai plan là, mais même là j'y crois pas quoi. Avec ta caméra, tu veux pas y croire. J'ai essayé de me raccrocher à mes souvenirs et au fur et à mesure du film, il y a rien qui allait. Pour moi, la meilleure partie du film, c'est les Français, tu vois, dans les. C'est un peu triste parce qu'à la rigueur, ils me font marrer et pour une fois, je suis content de voir des Français parler français. Ils sont drôles, on peut pas leur enlever ça. Ils sont drôles et limite, ouais, voilà, ils ont un côté second degré de base qui fonctionne bien. Et leur mission, c'est quand même de faire en sorte que Godzilla reste secret. Ouais. Ça marche tellement bien. Il est à New York. C'est-à-dire à la fin, quand tu voles la cassette, qu'est-ce que t'as volé en volant cette cassette en fait? C'est quand même un bon plan. Tu vois, on veut qu'un monstre de 30 mètres de haut reste secret. En parlant de cette cassette et ce montage qui regarde cette cassette à chaque fois où quand tu vois le vieux Jap. C'est pas le même montage. C'est pas le même montage à chaque fois, ça change un peu. Oui, on en parlait juste avant en plus, mais oui, ils font en sorte que Godzilla reste secret. Mais on est dans un film où Godzilla est à New York, donc il peut se cacher. Parce qu'il y a des immeubles qui font cette taille, donc personne le voit, quoi. Même dans la ville, ils sont quand même safe dans les quartiers autour. Non, il peut aller dans les égouts. Je sais pas, vous avez pas, ne serait-ce qu'un détecteur sismique quelque part, ça devrait pouvoir se reconfigurer rapidement pour savoir où il est. Non, Godzilla, New York, c'est bien parce qu'il peut se cacher. Alors que Tokyo, non, jamais. Jamais, ça aurait pas été cohérent de le faire là-bas. Mais au final, ça m'a un peu arraché un bout de mon cœur de revoir ce film après tant de temps parce que on parlait il y a pas longtemps, le podcast n'est pas encore sorti, mais de Édouard Romain d'Argent où j'avais pas revu depuis à peu près la même époque et j'avais un peu peur de ça. Et le film, tu mets les deux à côté, c'est pas du tout la même histoire, mais il y en a un qui se tient toujours et il y en a un qui vaut plus rien, quoi. Ouais, ça a été assez dur. Et je vous jure, la partie Madison Square Garden, j'ai l'impression qu'elle fait la moitié du film tellement c'est long. Je pense qu'elle fait la moitié. Hein. Elle fait 45 minutes. Elle fait 45 minutes. Ah ouais, donc c'est vraiment. J'ai eu un moment de. Là, normalement, c'est la fin. Et tu sais, regarder le timecode et vraiment déprimé d'un coup. Et voir Godzilla ressurgir des cendres. C'est bon, on est reparti, quoi. Ouais, c'est ça, exactement ça. C'est exactement mon ressenti. Et du coup, l'actrice que tu citais tout à l'heure, c'est celle qui joue la journaliste, du coup. Enfin, la non-journaliste. Et quel enfer ce personnage. Quel enfer. Déjà, l'actrice, je l'ai revue, je me souviens pas que c'était sa tête. Et je me dis, c'est pas pour rien qu'on l'a jamais revue, quoi. Enfin, je sais pas ce qu'elle a pu faire derrière. Mais à part des comédies romantiques de Noël, je sais pas quoi. Oh là, il est sale. Et quel est ce personnage? Le personnage, déjà, il est mal joué, mais en plus, il est mal écrit. C'est une arriviste, monsieur. Mais oui, c'est ça, en fait. C'est un personnage détestable, mais on essaie de te le faire aimer. Mathieu Broderick, il devrait courir, quoi. Il devrait échapper à Godzilla, échapper à Maria. Pauvre personnage de Mathieu Broderick qui a un nom totalement prononçable. Oui, que personne n'arrive à prononcer. Nick Tatopoulos. Ils ont réussi à être racistes avec un Américain, je trouve ça incroyable. Il a le même nom que le responsable, je crois, des effets visuels ou un truc comme ça. C'était un pote de Emmerich. Ah, donc c'est une sorte d'inside joke sur le fait que personne n'arrive à prononcer son nom, j'imagine. Peut-être. C'était pas obligé. Mais ouais. Et puis à la fin, est-ce que quelqu'un a compris pourquoi il y a une explication scientifique de pourquoi Godzilla peut faire des enfants de façon asexuée, et pourquoi ces 200 œufs, ils sont censés naître en étant enceintes. À quel moment tu le sais, ça? C'est les radiations. Les Français. C'est les radiations. Je me permets, on nous cite la réplique. Tu m'avais pas dit que c'était top secret. Et oui, ça se tient. C'était juste marqué sur la cassette. Il fallait lui dire quand même. Fallait verbaliser, tu vois. Mais la cassette, c'est marqué top secret. Mais personne ne fait ça. Secret origin, quoi, limite. Ne pas regarder, c'est ce que vous voulez voir. Faudrait mettre des post-it avec éléments perturbateurs scénaristiques, des trucs comme ça. Comme ça, ce serait encore plus clair, tu vois. Après, les gars, je pense que vous êtes quand même en train de parler du scénario d'un film de Roland Emmerich, quoi. Enfin, je veux dire. Ouais, mais on essaie de se rendre vivable le film, en fait. On en est là, quoi. Et on a un concept d'émission quand même à justifier, putain. Ok. Juste pour notifier aussi que Godzilla, donc, comme je l'avais un peu dit au début, c'est quand même un monument de la pop culture au Japon. Et le studio de la Toho, qui a produit le premier film, avait envoyé à la production un manuel de 75 pages de règlement sur ce que doit être et ne pas être Godzilla. Ouais. Donc là, il est arrivé, il a dit dégagez-moi ça. C'est pas assez long du coup. Notamment les règles suivantes, 3 importantes. Godzilla ne mange que des poissons, pas d'humains. Raté. Il ne doit pas être moche. On va dire question de point de vue, Joker. Raté. Il ne doit pas mourir.
Il meurt 2 fois. Après, symboliquement, il reste à 9. Voilà, c'est. Maintenant, le guide fait 750 pages. J'ai appris la leçon. Et il est que en images, parce qu'apparemment, les mots, il comprenait pas. Cette scène de poisson, quand je parle de manque d'ampleur, c'est quoi ce maire qui pète un câble parce qu'il y a 12 camions de poissons? Genre, ok, je vais sur le marché à Talensac le samedi matin, je les ai, tu vois, tes 12 camions de poissons. À quel moment c'est compliqué cette histoire? Et ça fait un peu Godzilla rusé d'un coup, tu vois, tu sais, c'est, voilà, tu le mets à côté du Corbusier, le marché à côté à 8 mai, c'est parfait, ça marche. Pour relativiser, est-ce que vous préférez ça ou Godzilla qui part au loin avec King Kong qui lui fait coucou, quoi? Tu vois, je veux dire... Je préfère Godzilla versus King Kong, largement. Mais t'es pas bien, toi. Est-ce que vous vous êtes posé la question, et si vous ne l'êtes pas, je vais avoir votre réaction et votre réflexion directe, de comment Godzilla a pondu tous ses œufs de cette façon dans le Madison Square Garden? Moi, Vous l'avez imaginé en train de... Avec ses petits bras, en essayant de pas marcher sur les autres? Je suis nul en architecture, donc déjà, je peux pas te dire, mais... Il a chié ses œufs et après ils ont construit le Madison Square. Si on a des spécialistes en architecture, peut-être que, voilà, mais moi, non. Et peut-être aussi en parentalité Godzilla, voir comment ça fonctionne ce bordel, parce que c'est quand même compliqué. Quoi. Mais ils te l'ont dit, ta gueule, c'est magique, c'est asexueux, c'est tout. Voilà. Regardez C'est le nucléaire. On nous rappelle la promo autour du clip de Puff Daddy pour le film aussi. Mais tellement, mais ça c'est un truc... D'ailleurs très déçu quand t'as lancé le film tout à l'heure, dans ma tête il y a de la musique qui s'est lancée mais pas en podcast. Ça m'a fortement déçu. C'est accessoirement devenu le générique de Téléfoot. Ce qui, quand même, quelque part, est un aveu de faiblesse, quoi. Il pète plus pour Téléfoot que pour Godzilla. Je suis d'accord. Moi, ce que j'en ai pensé de Godzilla, bah, c'est un film que j'aimais pas quand il est sorti. C'est un film que j'aime toujours pas maintenant. Pourquoi j'ai pas aimé quand il est sorti? Bah, justement à cause du merch. Le merch était fou. Mais complètement fou. Ouais, ils avaient bien. J'ai un souvenir d'acheter à l'époque, j'ai acheté PlayStation Magazine parce qu'il y avait un CD de démo dedans à chaque fois. Ah ouais. Et des solus. Ouais, et il y a une époque où t'avais, vu que c'était un support CD, ils mettaient des bandes annonces. Donc j'avais dans un CD que j'ai renté, CD démo, la bande annonce de Godzilla. Et la bande annonce, c'était juste la seule bonne scène du film, la scène du pêcheur. Ok. Et c'était la bande-annonce. En gros, ils te mettaient cette scène-là, et après, genre, le coming soon, la date, basta. Ils avaient un autre clip de promo, c'était en fait Godzilla qui traverse avec son pied je crois que c'était le Madison Square, un truc comme ça. Peut-être, ouais. Ça leur a coûté 600 000 €, enfin $600 000, et ils l'ont jamais foutu dans le film après. Bah, le pire, c'est que ça se voit qu'ils... Ah non, ils l'ont jamais mis dans le film, parce que je revois la première patoune du film. Déjà, c'est audacieux d'avoir mis celle-là, parce que voilà. Elle n'est plus dégueulasse. Size doesn't matter, ouais, does matter. C'est size does matter. C'est bien dans les années 80. Donc c'est un film que j'étais un peu hypé pour le voir. Je l'ai pas aimé gamin, et je m'étais dit bah tiens, pour la chronique, s'il faut, je vais peut-être démystifier un peu, tu vois, en recherchant un petit peu des choses sur le réel, ainsi de suite. Mais pas du tout. C'est toujours pas bien en fait, parce que le film c'est juste Emmerich qui essaye d'assumer son espèce de surnom qu'il avait quand il était jeune de Petit Spielberg. et il reprend tout. Je comprends pas. Il reprend tout. Il reprend Jurassic Park, même la meuf relou, la blonde. Il y a un moment quand tu la vois dans la foule, on dirait la liste de Schindler. C'est la seule qui est en rouge. Non, mais je te jure, c'est vrai. Regarde ça, c'est tout le monde. T'avais pas le droit. Et je trouve que ça vaut la réplique à la 2, ça. Et donc le film, il est tout le temps comme ça, donc c'est naze. Il y a des moments qui sont un peu marrants, mais parce que tu sors du film, les Français en mode 7ème compagnie, c'est marrant parce que c'est voulu comme ça. J'adore Mathieu Broderick pour une raison inconnue, et donc ça se voit qu'il sait pas ce qu'il fout là, donc c'est. Ah, parce que Ferris Bueller, c'est ça? Sûrement. Très sûrement. Donc ensuite, il y a rien, même des trucs qui m'ont gavé, tu vois, je veux dire, il y a les trucs propres, le placement de produits beaucoup trop visible, tu sais, qui est pas malin. Il y a aussi les deux musiques qui sont extra diégétiques, hein, celle de Puff Daddy et celle de Jamiroquai, qui sont diégétiquement dans le truc. Quand t'as vécu la promo en même temps, c'est un peu relou. C'est dur, je pense, ouais. Et la technique, pour moi, vraiment, elle est... Il y a des moments, elle passe, en fait. Il y a des moments, vraiment, elle passe. Il y a des attaques de Godzilla de nuit. T'as des alternances, des fois, avec du dur, avec les animatroniques qui sont cool, mais c'est très mal équilibré. Des fois, franchement, il y a des marionnettes, ils auraient dû utiliser vachement plus souvent. Je comprends pas pourquoi ils ont pas utilisé plus souvent. Et surtout, le film fait 1000 heures. Parce que t'as 4 fois le même truc, 4 fois Godzilla qui se fait trappe avec du poisson et qui se fait courir après, donc t'as la séance hélicoptère, t'as toujours les fameuses, tu sais, réactions du maire, réactions des militaires, réactions de Jean Reno là, avec ses gens de l'autre côté, là, c'est vraiment insupportable. Il y a Doug Savant qui est extraordinaire, Doug Savant que je connais principalement pour Desperate Housewives, qui a aussi joué dans Melrose Place, je crois. Vous avez des grosses refs, hein. T'as vu, mec? Attends, mec, meilleure série de tous les temps, mieux que tout. Ouf. 24 saison 3, sinon. Oui, c'est vrai. Ok. Et qui est extraordinaire dedans. En général, O'Neill,
Ça me fait délirer. En plus, je sais pas si c'est une référence à Stargate, je sais pas, mais c'est génial. Il est formidable. Mais en fait, le film est un peu amusant. Je suis assez d'accord avec Marvin quand il disait que c'est nanar à gros budget. Ça a pas de sens, mais c'est un peu ça. Par contre, fondamentalement, c'est punitif. Vraiment, c'est punitif le film. En vrai, tu retires la moitié, tu cut à 1h30, tu fais un film de Roland Emmerich, ça va. Je veux dire, il a essayé des trucs, ça va. Son discours sur le nucléaire, c'est un discours d'Européen. Bon, on va dire que... Je sais pas. Donc voilà, c'est un film qui est juste trop long, qui aurait pu être pas si mal. Un peu comme les 2 autres films qu'on va voir, en fait. Il aurait pu être pas dégueulasse. C'est l'histoire de la vie de ce podcast avec ces films. Vas-y Marvin, t'avais un truc à dire, non? Ah non, je voyais juste Martin qui nous rappelait que dans la liste de Schindler, il y a un SS qui est doublé par Homer Simpson. GG. Et c'est tout. GG. Yes, ça c'est du choix de carrière. Allez, on va passer à notre deuxième film, Total Recall. Tu dirais que t'es satisfaite de ce que la vie t'a donné? Je sais que c'est pas franchement ce dont on rêvait au départ, mais qui peut se vanter d'avoir eu tout ce qu'il voulait? Qu'est-ce que tu sais de cette société, Recall? Ces gens, faut les fuir. Joue pas avec ton cerveau, mec. T'as l'air de chercher quelque chose. Est-ce que ce serait ça? Une troisième main t'aurait été utile ce soir? Je cherche Recall. N'oubliez pas de vous amuser. Dites-nous votre fantasme. Nous, on vous donne le souvenir. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Police fédérale! Vous faites une erreur. Je suis un mec lambda, moi. Ah, c'est pas vrai. Je suis allé chez Recall après le boulot. Quoi? J'ai tué ces hommes. Je sais pas ce qui s'est passé, mais on se sortira de là. T'inquiète. Laurie, arrête, tu m'étouffes. Défends le poing! Ça va pas? Qu'est-ce que tu fous? Je fais mon boulot. Et notre mariage, alors? Je simule très bien l'extase conjugale. Tu vas trouver ça difficile à croire. Tous ces souvenirs que tu crois avoir, il y en a pas un de vrai. La personne... Total Recall, mémoire programmée, sorti en 2012, réalisé par Len Wiseman, réalisateur des films Underworld et Die Hard 4, qui nous régale visuellement sur un scénario de Mark Bombach, James Vanderbilt et Kurt Wimmer, adapté de la nouvelle de Philippe K. Dick, Souvenir à vendre. Cette version de 2012 fait donc office de seconde adaptation, mais également de remake du premier Total Recall, réalisé à l'époque par l'incroyable Paul Verhoeven en 90. Total Recall 2012 nous plonge dans le turfu à la fin du 21e siècle où le monde est dévasté et ne propose que 2 endroits sur Terre, l'Angleterre et l'Australie. L'angoisse, dans ce cauchemar de l'enfer, nous suivons le personnage de Duke Wade, interprété par Colin Farrell, qui est une autre angoisse finalement. Un ouvrier prolo qui retrouve sa vie bouleversée suite à son expérience de souvenirs virtuels fabriqués par la société Recall. Il découvre, alors qu'il est le chef de la résistance qu'on aurait planqué pour éviter qu'il détruise le système et le gouvernement tenu en laisse par Vilos Cohagen, dans la peau d'un Bryan Cranston qu'on est désolé de retrouver dans ce film. Lui aussi, je pense. Hein. Ouais, je pense que lui aussi. Mais il est content peut-être pour son chèque. Total Recall a coûté au total 125 millions de dollars hors frais marketing, mais on en a rapporté que 198 millions dans son exploitation. Tout le contraire de la version 90. Mais pourquoi le film s'est planté au box-office et finit ce soir sa course dans notre shitlist? Et je vais me tourner vers Karim. Parce qu'en fait, il a rien compris à son sujet de base, mais très honnêtement. Et ça se traduit par plein de problèmes dans le film. Pour commencer, en fait, le film, il prend un parti pris à la base que je trouve intéressant. Les genres, là... Premier quart d'heure du film, j'étais presque prêt à me mettre dedans, à me dire ok, d'accord, pourquoi pas. L'idée vraiment de vouloir copier Blade Runner, mais d'avoir mis un peu d'argent là-dedans, d'avoir quelques visuels et tout, ok, d'accord, c'était pas le délire de base, mais déjà une adaptation d'une adaptation, bon, ça pouvait marcher. Et puis le film commence à te montrer qu'il a décidé de faire de l'action, et après le film se termine. En gros, c'est ce qui se passe. Et c'est le problème de tout le film, en fait. Le film, c'est un ramassis, en fait, de Jason... Enfin, je sais pas, j'ai même pas envie de dire Jason Bourne, parce que je connais pas assez bien la licence, mais dans l'idée, c'est ce que ça m'inspire. C'est juste, voilà, du surcut d'action ultra bourrine. Et en fait, le film n'a plus aucun propos. C'est juste, en fait, un film avec un scénario qui aurait pu être très costaud au milieu, parce que le scénario de base est très costaud, mais il a décidé de pas du tout le suivre. De courir. Ouais. Vite, loin. Et pourtant, il a des... Enfin, c'est pareil, enfin... Toujours difficile de faire un remake, mais là, il y avait quand même des choses à prendre. Déjà, pas Colin Farrell. Moi, déjà, ça marche pas. C'est Colin Farrell avec quelqu'un que j'apprécie très peu. Après, je l'ai peut-être pas eu dans les bons films. Et en soi, en fait,
tout l'enjeu de la quête d'identité, qui est censé être quelque chose d'important dans Total Recall, c'est bazardé, et je voyais même des choses, je crois, qui sont, je trouve, incomplètes, ou alors c'est que je me suis endormi dans le film. Toute la quête, c'est pareil, du push sociétal et ça y est plus. Là, pareil, la mise en page du monde tel qu'il est, tu vois, ça y est plus. Donc c'est un film qui est extrêmement fade, qui essaye de tamponner en fait avec de l'action. De l'action, ouais. Et ça marche pas parce qu'en vrai, il y avait peut-être des idées visuelles et 2-3 trucs, mais il y en a tellement qu'à la fin, c'est de l'indigestion, en vrai. Bah, les idées visuelles, il y en a pas en fait. Il reprend juste Blade Runner et Minority Report, quoi. C'est un enfer. Ouais, en vrai, oui, mais je veux dire, c'était suffisamment passable, voire des fois bien technologiquement pour que ça marche. Mais après, j'essaye là de trouver des trucs positifs au film, alors que c'est... En fait, le seul avantage de ce film-là, c'est que vous avez à chercher du positif, putain. Arrêtez. En fait, si, le très positif là-dedans, c'est quand je l'ai regardé, je me suis dit, putain, ça fait vraiment très très longtemps que j'ai pas vu Total Recall, parce que l'histoire, je me souviens pas du tout comme ça. Donc j'ai re-regardé Total Recall dans Verhoeven juste après, mais vraiment juste après. Donc je me suis régalé pour le coup, parce que tout ce que tu peux ne pas aimer dans le film de Verhoeven, tu t'en bats les couilles d'un coup. Ça passe ultra crème. Et c'est là, ouais, vraiment que tu te rends compte que le film est vraiment passé à côté de ce qu'il devait faire. Donc ça en fait un très mauvais remake et un mauvais film en plus. Putain, c'est un double casquette, quoi. Le premier film réalisé par Paul Verhoeven, au-delà d'être un film incroyable, il a été un enfer à produire. 20 ans de balbutiement entre différents scénaristes, acteurs et réalisateurs, notamment Cronenberg qui a bossé un an sur le film. Et une production au Mexique qui avait mis la moitié du staff en convalescence à cause de la tourista, mais un film qui a supporté de nouvelles techniques de prod, notamment sur les effets visuels et pratiques. L'équipe portée par un Rob Bottin, ultra inspiré, a eu même un Oscar d'honneur en 91 pour leur travail. Mais est-ce que les effets visuels et spéciaux du film sont aussi probants dans la version de 2012, Marvin ? Est-ce qu'on pourrait créer un effet visuel pour remplacer Len Wiseman, déjà non, parce que la carrière de Stipe, c'est assez incroyable. Alors Total Recall, son dernier film, hein. Donc il a arrêté après. Peut-être est-ce un C'est bien, peut-être. C'est à la fois son dernier film et les prémices de son divorce avec Kate Beckinsale. Faut-il y voir un lien de causalité ? Je ne sais pas. Il n'empêche que ce mec-là, c'est le réalisateur de Die Hard 4, évidemment. Et le film préféré de Romain, c'est ce qu'on disait, non ? Oui, Romain, qui est dans le chat, est un fan absolu de Die Hard 4. Écoute, personne n'est parfait. Il y a aussi ces réalisateurs d'Underworld. Alors je sais pas, je connais pas trop cette licence. Je crois qu'il a réalisé au moins les 2 premiers. Ouais, je dirais que c'est tout. Hein. Ouais, voilà. Donc bon, alors justement, on disait qu'il essayait de faire beaucoup d'action. C'est pas difficile. Hein. Il suffit de repasser la filmo pour essayer de comprendre à peu près sa vision de l'action, qui est à peu près maladroite. Voilà, au minimum si on veut être sympa, quoi. Donc voilà, il fallait juste faire le point sur la carrière de ce cher monsieur. Et en fait, c'est un film très bizarre dans le propos, dans le procédé, dans l'intention, parce qu'on parle quand même de l'adaptation d'un blockbuster. Alors ça reste un blockbuster, Total Recall, je crois que l'année de sa sortie c'est le plus gros budget de l'année, mais qui est quand même réalisé par un espèce d'anarchiste, hein, Paul Verhoeven, tu vois, qui est un mec qui aime bien casser à peu près tous les codes qui touchent et qui quand même aime beaucoup placer de la subversion dans des films, on va dire, destinés quasiment au grand public quand même. Et en fait, tu prends ça, et tu en fais un truc absolument formaté, quoi, le plus possible. Et ça, c'est illustré dès le début du film, si tu veux, par l'espèce de scène d'intro. Si tu te replaces dans le contexte du Total Recall de Verhoeven, t'avais une scène d'intro qui représentait à peu près toute l'intention du truc. C'est-à-dire que t'avais dans un lit Schwarzenegger, espèce de rêve américain incarné, le mec gonflé aux stéroïdes, plus gros que la vie, tu vois, et Sharon Stone qui était à côté de lui, la sexualité incarnée, tu vois. Un truc, tu sais, c'est des trucs super emblématiques, super symboliques, et là, à la place, tu te retrouves avec dans le lit Colin Farrell et Kate Beckinsale. Non, mais si tu veux, ça représente à peu près tristesse, tout ce que ça veut dire. C'est-à-dire que moi, j'aime bien Colin Farrell, Kate Beckinsale, j'ai rien contre elle, j'en ai rien à foutre, en fait. Et du coup, mais, sauf que, bah, voilà, tu vois tout de suite l'intention, c'est extrêmement plat, quoi. Ensuite, alors t'as le traitement de l'univers, tu vois, on sait pourquoi on aimait beaucoup Total Recall, enfin on l'aimait beaucoup, non, peut-être pas, enfin c'est pas un Verhoeven que j'apprécie plus que ça, mais ce qui marquait dans Total Recall, c'était, je sais pas, sa colorimétrie, sa photo, son univers, tu vois, t'avais cette espèce de teinte un peu rougeoyante, quand t'étais, bah évidemment sur Mars, hein, par exemple. Là, à la place, on t'a remplacé ça par une espèce de, je sais pas, une zone de Tchernobyl à moitié. Ouais, une espèce de ville. Oui, alors ça, il faut rebondir là-dessus parce que ouais, le carton ça c'est incroyable. C'est-à-dire que dans ce futur, on est capable de faire des métros qui traversent le noyau de la Terre en fusion, mais par contre, il faut mettre un masque à gaz. Enfin bon, voilà quoi, vous comprenez ce que je veux dire. Tu peux faire une baston sur ce truc en déplacement qui est censé relier la planète. Tu vois, je veux dire, c'est tout la fin du film où ils se battent dessus, ça n'a pas de sens. Non, physiquement, c'est compliqué. Le niveau de la... En fait, c'est un choix de photo qui est assez terrible, hein, de toute façon. En même temps, c'est un film qui est bien de son époque. Alors, je me rappelle plus exactement la temporalité de ce truc-là. 2012, ouais, tu vois. Donc, c'est véritablement le film d'action de studio du début des années 2010, quoi. Qui, en plus, encore une fois, est basé sur l'adaptation d'un truc qui est quand même assez reconnu pour ses effets visuels en dur, encore une fois. Faut voir les rajouts numériques de Total Recall, mémoire programmée, hein, tel qu'on l'appelle, quoi. C'est quand même assez terrible. Les scènes d'action, tu sais, filmées un peu en accéléré avec des travelling circulaires, là, ouais, auxquels
fait, quoi. Ah oui, c'est formidable. qui se veut plan séquence à moitié aussi, là. Ouais, tu sais, les scènes où il commence finalement à devenir un peu un agent secret, quoi. Et en fait, vraiment, le truc, c'est que c'est absolument rebutant dans son esthétique, quoi. Tu vois, il y a quelque chose de presque attirant dans le Total Recall de Verhoeven. Dans l'espèce de ville, Vénusville et tout, là, qui a été d'ailleurs complètement effacé dans celui-là, parce qu'on s'en fout. Et là, du coup, au fait, tout est absolument dégueulasse, tout est gris, tout est morne. Même l'agence Recall. T'as envie d'y aller, franchement, à l'agence Recall, là? Nope. Non, t'as pas envie d'y aller. Tu vois le truc, là? Enfin, t'y vas, moi, honnêtement, je préfère aller me faire une coloscopie sans anesthésie, quoi. non, parce que là, non, vraiment, c'est terrible. C'est un truc qui te fait des pubs. Genre les plus grosses pubs qu'il y a dans la ville, quoi. Et c'est genre dans le coupe-gorge de Chinatown. T'as pas envie d'y aller du tout. Tu te dis que tu vas choper une infection avec des souvenirs, quoi. C'est comme dans Cyberpunk, le jeu, ça. Alors que c'est un truc, tu sais, qui est censé quand même être réservé aux gens qui ont un petit peu les moyens, quand même, tu vois, pour aller vivre ce genre d'expérience. Mais non, faut que t'ailles au fin fond de la Yougoslavie, là, c'est assez terrible. C'est un film extraordinairement formaté, quoi. Et c'est surtout ça le problème, tu vois. Et en plus, c'est un film qui est évidemment rendu détestable par l'attitude de Len Wiseman, quand même, parce qu'on en parlait un peu avant en off, mais une fois que le film a été terminé, il a quand même été dit reparti en interview qu'il était persuadé que son film était meilleur que celui de Verhoeven. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Len? Tu feras plus jamais de film de ta vie, quoi. Donc voilà, en fait, j'ai rien à dire sur ce truc. C'était une souffrance de tous les instants, quoi. En fait, t'essayes de compenser un petit peu ton manque d'ambition visuelle par le fait de mettre de l'action tout le temps. C'est le film de la course-poursuite. Et ça, c'est absolument terrible, c'est rinçant, en fait. T'es épuisé à la fin de Total Recall, t'en peux plus. Tout à fait. T'en peux plus une seule seconde, quoi. C'est terrifiant. J'ai vraiment. En fait, je vais pas aimer à l'origine, hein, donc. J'ai revu, pour tout vous dire, j'ai revu en accéléré. Vraiment, j'ai revu en accéléré. T'as dû rien voir parce que c'est tout le temps en accéléré. Ouais, non, mais vraiment, voilà, terrible. Putain, une des super expériences. Justement, t'entends parler un petit peu là, du comportement de Len Wiseman. C'est Verhoeven, dont deux de ses films, en plus, dans la même période, il y a deux de ses films qui sont passés par la case remake. Il y a eu Total Recall. Il y a Robocop. Et Robocop, ouais, en 2014. Vrai. Il a toujours eu les couilles à l'envers concernant ces deux films. Lors de la sortie du plantage de Total Recall 2012, il a été plus que ravi et a ajouté au journal The Hollywood Reporter, voir ce film ne pas marcher a été drôle. Ils ont tous été trop arrogants en interview. Polo est toujours marrant en interview. Donc. Polo, il est incroyable. Pharrell et les producteurs se sont moqués de mon film, ils ont dit qu'il était kitsch, mais c'est pour ça que mon film a fonctionné et pas le leur. Un gros wad. C'est marrant aussi que tu parles de Robocop parce que c'est exactement le même principe en fait, tu vois. C'est l'aseptisation. C'est prendre ce truc-là qui est totalement subversif et pour en faire quelque chose de complètement formaté dans l'air du temps. Enfin, ça n'a pas de raison d'exister. Si tu veux. Mais je me posais cette question, c'est quel est l'intérêt. Enfin, je sais que l'intérêt de refaire un remake à chaque fois, c'est de faire de l'argent sans trop de problème. C'est souvent ça. Il y a des choses qui peuvent se comprendre. Tu vois, on sait que l'ambition de Wiseman sur Total Recall, c'était faire un truc qui, selon lui, était beaucoup plus proche de l'idée de Philippe Kelly, quoi. Je pense qu'il s'est trompé. J'allais dire exactement la même chose que ce que Fabien a mis en commentaire, c'est-à-dire vivement le remake de Starship Troopers, quoi. Même si là, c'est, je pense, un peu trop dur de s'y attaquer vu le propos originel, quoi, pour l'instant. Mais un remake de Starship Troopers au premier degré, on n'est peut-être pas à l'abri non plus, quoi. Je sais que le livre au premier degré de Starship Troopers, c'était un film très fasciste en fait, hein, finalement. Bien sûr. Verhoeven a complètement, avec son scénariste Ed Neuer, a retourné un petit peu le truc. Plus que retourné, ouais. Ils sont carrément foutus de la gueule du truc. Mais et là, c'est vrai que je me dis putain, mais quel est l'intérêt? T'es un réalisateur ou un producteur, tu te dis putain, je vais essayer de refaire un film en partant de cette base-là, en fait, de prendre des trucs de Verhoeven, le faire au premier degré et on va s'en sortir. Je pense que c'est un peu casse-gueule comme méthode et on le voit très bien. Il y en a eu 2 qui ont été faits, 2 qui ont été ratés. On peut arrêter là, quoi. Je pense qu'on peut arrêter le massacre et rester peinard, quoi. Ouais, je pense. Et encore, moi, je sauverais largement plus le remake de Robocop que le remake de Total. Ah oui, je pense. Il y a beaucoup plus de choses à sauver. À la rigueur, il attaque des choses plus, différentes, mais il y a quelques trucs qu'il fait bien, quoi. Là, Total Recall, tu voulais me lancer, donc je suis parti. Ouais, vas-y. T'as même pas besoin de te lancer, t'es automatique. Là, c'est bon. Allez. Non, mais alors, oui, moi, je suis un grand fan du Total Recall de base. C'est un peu compliqué de parler de remake de toute façon de base, puisque c'est plutôt une nouvelle tentative d'adaptation d'une nouvelle et que le Verhoeven déjà twistait l'histoire de base pour en faire quelque chose. En même temps, je sais pas si vous avez une maîtrise de l'histoire de base, mais un peu plus compliqué à raconter en film. En tout cas, c'est vraiment fait pour être une nouvelle, mais comme beaucoup de Philippe K. Dick qui ont été du coup en partie twistés, transformés ou aseptisés pour le cinéma. Souvent, ça donne quelque chose de correct. Des fois, ça donne ça, quoi. Le problème, c'est, ça a été dit, c'est que déjà Total Recall, à la rigueur, le premier, tu maîtrises pas ce que c'est, t'as des surprises. Là, ça s'appelle Total Recall mémoire programmée et t'as vu le premier. Tu sais qu'il y a un concept.
Tu sais qu'il y a un concept autour duquel ça va tourner, et en plus, dès les 5 premières minutes, on te le bourre, quoi. Ouais. On te le bourre très bien. Et du coup, à partir du moment où le spectateur connaît le concept, bah, il faut essayer de créer quelque chose à côté. Quelque chose qui est soit intéressant à voir, soit qui va amener de la subtilité ou des nouvelles couches ou autre chose à l'histoire. Là, le problème, c'est que bah, dans les premières secondes du flash info qui t'explique la situation politico-terroriste, tu vois Ethan Hawke, tu dis « Ah, c'est lui !» Le personnage, c'est lui. Et maintenant, il va falloir en faire quelque chose de bien. Et non. Et vous le disiez, c'est un film très fatigant parce que déjà, il se prend toujours au premier degré, toujours hyper sérieux. Ça fait, ouais. Alors moi, j'ai beaucoup d'amour pour Colin Farrell. Putain, va falloir m'expliquer ça, tiens. Non, mais moi aussi. Je trouve que c'est un bon acteur, Colin Farrell, franchement. Bien sûr. Putain. Il se tape régulièrement des croûtes, mais c'est un bon acteur. Et il a des rôles qui sont intéressants. Moi, par exemple, pour parler d'un autre Kadik, son rôle dans Minority Report, j'adore. Bien sûr. J'adore. Le mec se fait twister. Il a un super rôle au début. On te présente comme le méchant. C'est le gentil. Et puis il se fait niquer au milieu du film. Je trouve ça super intéressant. Sauf que là, il n'y a pas ce genre de twist, il n'y a pas ce genre d'intérêt. C'est une ligne droite vers la fin. Il y a à la rigueur, à la fin, il y a une possibilité. Il y a une possibilité, on te dit, le mec, en fait, il s'est twisté lui-même, il s'est effacé la mémoire pour un plan, et en fait, à la base, c'est un fils de pute. Et il va redevenir un fils de pute. Et à la rigueur, ça aurait pu donner 5-10 dernières minutes sympas, où au final, le gentil du film, ça devient le méchant. Non, ça restera gentil, parce que quand même, on est en 2012 à Hollywood, faudrait pas faire des règles. Non. Mais du coup, voilà, moi, il m'a énormément fatigué, ce film, parce que, bon, je vous l'ai dit plusieurs fois, j'ai vraiment l'impression qu'il y a 1h50 de course-poursuite, et puis 10 minutes de dialogue où ils essayent d'expliquer une situation qui est pas très intéressante et pas très compliquée. Ah, les confrontations, là, où ils se disent « Mais non, c'est toi. Mais en fait, non, c'est toi. Non, c'est dans un rêve, mec. » C'est incroyable, ce truc-là, ce dialogue-là, mais c'est fou. C'est complètement fou, ils sont tous les deux assis là. Ah non, c'est toi. Non, en fait, c'est toi. Non, mais c'est toi. Mais réfléchis. Et imagine, c'est toi. C'est de la folie, quoi. Et attends, tiens, vas-y, je te donne le gun. C'est moi, je te donnerai pas le gun, quand même. Ouais, quel film de merde. Ouais, non, et puis... Et puis il est fait de personnages qui sont blancs, quoi. Enfin, qui sont déjà qui sont blancs. Oui, ils sont blancs. Oui. Il y a plus de noirs à cette époque-là. Mais qui même sur le papier sont blancs. C'est-à-dire il y a pas grand-chose d'écrit. Il y a du texte et il y a même pas d'indication de jeu, je pense. Je vois pas qu'aucun des acteurs a pu gagner à essayer de défendre ce film. Colin Farrell, je pense qu'il devait être sous contrat. C'est un peu comme James Cameron te dit, si vous avez mis Terminator 1 et 2, vous allez adorer Genesis, tu vois. Il y a un contrat quelque part, tu sais que le gars le pense pas. Moi, je peux pas croire que Colin Farrell, il va dire non, il venait de récupérer les droits et il était enthousiaste. Non, mais c'est vrai, en plus. Ouais, mais Colin Farrell, il peut pas se dire non, le film de Verhoeven, c'est de la merde, c'est hyper kitsch. Oui, le film de Verhoeven, il est kitsch, mais en fait, le film de Verhoeven, et je dis ça avec un t-shirt Marvel, il a une âme. Il a une âme, le film, tu vois. Tu le vois, il reste, t'as des images qui restent, t'as des situations qui restent. Des blagues. Celui-là, t'as des images que tu vois venir et des situations que tu vois venir, et tu sais qu'il y a rien qui restera. Alors moi, il y a un truc gueudin que je comprends pas, c'est qu'ils ont beau chier sur le film de Verhoeven, mais il y a quand même des clins d'œil au film de Verhoeven. Bien sûr. Quand il passe le portique de sécurité, la meuf devant, là. La meuf aux 3 nichons aussi. Ouais, oui, mais c'est un plan qui dure. Histoire de montrer 3 nichons, quoi. Ah non, mais c'est. Qui n'a en plus aucun sens dans cet univers-là, tu vois. Ça, c'est pour les fétichistes du truc, quoi, tu vois, c'est tout. Cet univers, en plus, pourquoi il y a une petite ref, j'aurais bien aimé aller sur Mars, tu vois. Il se place dans un monde où peut-être il y a des gens qui sont sur Mars, mais a priori pas vraiment totalement. Mais pourquoi placer ça sur Terre pour une intrigue politique de de la science-fiction, ça te parle de l'humanité tout le temps. Mais c'est pas pour ça que t'es obligé de prendre ça au premier degré et de te dire je vais vous montrer un truc hyper binaire il y a plus qu'un gros état totalitaire qui veut conquérir le reste du monde et puis voilà, mais mettez un peu de magie, mettez un peu de surprise parce que là il y a rien, quoi. J'ai l'impression de voir le méchant d'Equilibrium alors que j'aime bien Equilibrium. Mais je sais pas. Marvin va se barrer. C'est pas possible. Non, mais t'as pas l'impression en regardant ce film de voir Equilibrium justement dans une espèce de dystopie Hollywood c'est aussi bien, quoi. à $7. Non, je sais pas. Ok, on va arrêter la baston par rapport à ça. Bon, Manu, on est désolé pour toi que tu aimes Equilibrium, mais c'est pas grave. On t'aime quand même, Manu, tu restes dans notre cœur. Et tu restes avec nous parce qu'on va continuer avec un film assez incroyable. Allez, c'est parti pour Karate Kid. Dre, tu es prêt? Dépêche-toi, ou l'avion partira sans nous. J'ai comme l'impression qu'on part à la conquête d'une nouvelle vie. Bienvenue à Pékin.
Une vie qu'il ne voulait pas. Regarde ça, Dre. Beverly Hills. On a toujours rêvé d'y habiter. Ouais, mais je crois qu'on rêvait d'habiter dans l'autre, maman. Un défi qu'il ne prévoyait pas. Je veux qu'on rentre à la maison. Nous n'avons pas d'autre maison. La seule façon de les arrêter, c'est de les affronter. Je te donnerai des cours. Classe. Un maître auquel il ne s'attendait pas. Tu accroches ta veste. Tu la décroches. Tu l'enfiles. Tu l'enlèves. Je viens de le faire. Tu l'enlèves. Let's go. Frappe. Je sens rien. Vite, ramasse ta veste. On se concentre. En 2010, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, 100% reason to remember the name. The Karate Kid, sorti en 2010, réalisé par Harald Swart, scénarisé par Christopher Murphy, basé sur le film Karate Kid, sorti en 84 et réalisé par John G. Avildsen, qui était déjà un film de merde, je vous le dis. Ce nouveau Karate Kid, produit par Will Smith et sa femme Jada Smith, attention, il y a un indice, nous raconte l'histoire de Dre Parker, jeune branleur sans charisme de 11 ans, interprété par Jada Smith, le fils des producteurs, qui déménage de Détroit vers Pékin avec sa maman sous les traits de Taraji P. Henson, quitter une ville en crise pour finir dans un gouvernement totalitaire. Quelle incroyable idée, messieurs, dames. Dre Parker se retrouve dans un environnement hostile qui lui est inconnu. Il va devoir affronter ses obstacles, mais il sera épaulé par Monsieur Han, interprété par un Jackie Chan flambant neuf. Alors Dre va apprendre alors le kung-fu, alors que le film s'appelle Karate Kid, mais c'est pas grave, pour casser les gueules aux méchants et choper la meuf. Mais va-t-il récupérer un peu de charisme? Grande question. Et c'est Karim qui va nous y répondre. Pour le charisme, je sais pas. En vrai, moi, j'ai pas trouvé. Je crois que lui non plus, il le sait pas. Alors déjà, le coup de Karate Kid, j'avais lu qu'il y avait un truc intéressant, c'est qu'ils avaient voulu l'appeler de Kung Fu Kid. Mais son titre de travail, c'était Kung Fu Kid. Ouais. Et ça, limite, ça fait partie des démarches presque intéressantes du film. Ils décident de délocaliser ça en Chine au détriment des États-Unis. Très bien. Alors je sais pas, j'y connais rien en Chine, donc je sais pas s'ils font preuve de malveillance, mais ils ont pas l'air. C'est un pays, si tu veux, déjà pour te mettre un peu de situé, quoi. Merci. C'est en Asie? Mais merci. À l'Est. Il y a beaucoup de monde. D'accord. Merci. Et tout le monde connaît le Kung Fu. Merci. Même le mec de la maintenance. Par contre, j'aime bien l'idée que tout le monde connaît le Kung Fu parce que le film t'apprend vraiment ça, en vrai, je veux dire. C'est, les bullies là-bas, ils sont quand même vénères. En fait, le film, il a vraiment un seul gros problème, en fait. C'est que je pense qu'ils avaient une idée pour faire un truc qui était pas dégueu sur un projet qui était bon somme pas ouf, mais avec un peu d'argent et une idée d'aller quelque part où ça allait bien et des gens avec qui travailler, mais que le producteur avait un fils à caler. Et ça fout, en fait, un peu le bordel dans tout le film. Le film, j'aurais pu le sauver si, même Jaden Smith avait 15 ans. Je te jure, ça me sauvait le film. Ça s'appelle After Earth après, hein, si tu veux. Ouais, non, mais si tu veux, dans le sens que il y a un truc qui va pas, c'est, j'aime pas Karate Kid à la base, mais il y a quand même une idée, c'est quand même des ados prépubères, mais ça reste des ados, voilà, ce que tu dis. À moi, des gamins de 12 ans qui se fight jusqu'à la mort, comme ça marche pas. C'est, je veux dire, je suis prêt à encaisser tous les clichés, parce que ça part d'un cliché. Je suis prêt à encaisser un Karate Kid avec des belles images, y a pas de souci. Mais juste au moins, crée-moi du faux enjeu. Si tu me le filmes bien avec un peu de musique, ça peut me hyper. Il y a Jackie Chan, moi ça me va. Je trouve qu'il fait des efforts à faire des trucs cool. Partiellement, il est pas vraiment mis à l'avant, c'est dommage, mais bon, il a fait d'autres choses. Le film aurait pu être sauvé si simplement tu me racontais un peu plus sur vrai Karate Kid et que tu faisais pas un film formaté pour ce gamin qui, lui, je lui en veux pas en vrai, parce qu'il fait des efforts, ça se voit. Il imite très bien son père. Ça fait 3 mois de préparation. Ouais. C'est un mini-mois de son papa. Tu peux t'amuser à aller voir sur internet, il a les mêmes répliques, les mêmes tronches. Et même les mimiques sont ouf, ouais. Ça sent, c'est que sur le plateau, c'est en mode, ouais, fais comme ça, ouais, d'accord, papa. Donc c'est mignon, tu vois. Mais le problème, c'est que c'est une plateforme pour lui et qu'il y a un tiers du film, c'est sa plateforme. Tu le vois faire des trucs et tout le monde s'en fout, en vrai, je veux dire, c'est... Y a pas d'ampleur, ouais. Karate Kid, c'est pas fait pour avoir de l'ampleur, les gars. Oui. Non, voilà, je pense que faut pas surestimer cette chose-là. Ok, d'accord. Mais juste, au moins, pas 2h20. Encore une fois, comme pour Godzilla, tu retirais 30 minutes de film, c'était vachement bien. Je veux dire, pas vachement bien, c'est tolérable.
vois, c'était en mode produit de consommation, ça passe, il y a un peu trop d'argent, mais bon, ils avaient des jolies caméras et ils ont apparemment insulté personne, ça va. Mais c'est un peu difficile à encaisser. Par contre, je suis curieux parce que j'ai appris qu'il y avait une autre version qui avait été remontée pour la Chine. J'aimerais bien voir en fait la version chinoise pour voir ce que les Chinoises n'ont pas accepté par rapport au film. Pour te répondre, il y a quasiment rien. C'est une version chinoise qui est montée un peu différemment dans l'ordre des scènes et il y a le baiser entre les deux gamins qui est coupé. J'adore ce moment aussi du film, vraiment, tu vois, très très caricatural, mais qui doit peut-être être vrai, tu vois, tu sais, de tu ne seras pas l'ami de ma fille. Pourquoi ? Parce que, je sais pas, t'es là, t'es noir, t'es étranger, on t'aime pas, voilà, tu vois. Casse-toi. Voilà. Mais le film s'est sauvé quand même par 2-3 moments hypables, avec des cartes postales, de belles cartes postales. Voilà, je veux dire, c'est vrai. Voilà. Et des endroits que, mine de rien, t'as rarement l'occasion de voir filmer. Ouais, c'est clair. C'était interdite, par exemple. Ouais. Ça, tu vois, par exemple, c'est une petite prouesse du film qu'on lui doit, tu vois. Mais après, voilà, si je l'ai refait pour l'émission, je l'en ferai plus. Plus jamais. Voilà. Ouais. Je peux plus rien voir. C'était suffisant, vraiment suffisant. Moi, j'ai découvert un truc, parce que bon, le film, il n'y a rien à dire, hein. Concrètement, c'est vraiment un film plat produit par les parents Smith pour le gamin Smith. Mais dans ma recherche, moi, personnellement, quand j'ai regardé Karate Kid, l'original, je suis tombé sur un truc, moi, qui m'a surpris. Et ben, c'est Cobra Kai, la suite. Et du coup, je vous conseille plutôt la série. Toujours pas commencé, a priori, c'est pas mal. Hein. C'est défonce. C'est incroyable. Moi, j'adore. Je déteste le truc nostalgique, tout ça, années 80. J'en ai rien à foutre. Est-ce que c'est bien? Allez, ça y est. C'était mieux avant le podcast, là. C'est parti. Non, justement, au contraire. C'est mieux maintenant, le podcast, mec. Mais est-ce que c'est bien parce que c'est kitsch, donc léger, et tu prends vraiment au second degré, ou c'est bien parce que genre ils font des efforts, je sais pas. Ils font des efforts sur l'écriture de personnages. En fait, ils ont dit on va prendre les mêmes personnages, on va mettre de la profondeur sur le personnage, quoi, sur le développement du personnage et tout, quoi. Donc c'est assez incroyable. Moi, j'ai été surpris, j'ai été piqué la première saison, j'ai tout maté dans une journée, j'ai été direct. Donc non, c'est un plaisir, c'est vraiment un kiff, donc je le conseille, voilà. Et maintenant on va passer à Manu, vas-y, défends ton film, la Karate Kid, là, et il voulait passer en dernier. On va pouvoir se barrer. Non, il a dit au milieu. Ah, d'accord. Non, j'ai dit en dernier, mais il veut pas entendre. Ouais, non, mais je crois qu'il veut pas t'écouter ce soir. Non, c'est pas grave, mais on le connaît, c'est le chef, il est pas là pour écouter, il est là pour dire. Non, bah écoute, moi, le truc, c'est que, alors Karate Kid, les premiers, je les ai vus quand j'étais gamin, je suis pas revu depuis longtemps encore. D'ailleurs, ils valent le coup, le 2 et le 3 ou pas? J'en ai pas un souvenir énorme. Pour moi, les vrais moments dont je me souviens, ça fait partie du premier. Mais en plus, je suis même pas là pour dire que c'est des bons films, tu vois. Je suis pas pour dire que c'est un truc que tu kiffes quand t'es gamin. C'est comme Ninja Kids. Tu vois, tu revois Ninja Kids aujourd'hui, c'est vraiment. Je le revois, j'ai adoré quand j'étais gosse. Je kiffais trop quand j'étais gamin. Mais voilà, j'en ai pas un souvenir nostalgique, en fait, de Karate Kid. Mais j'avais quand même pas envie de voir ce remake parce que, pourquoi en fait faire un remake à quel moment Jaden Smith va bien jouer, quoi. Je me posais la question. Mais je me suis lancé en essayant d'avoir très peu d'a priori. Et il s'avère que j'ai bien aimé. J'ai bien aimé parce que, première chose, contrairement aux deux autres films dont on a parlé avant, ce qui est un peu important quand même, c'est qu'est-ce que ça raconte. Luc, tu dis que ça raconte rien. Ça reste fondamentalement l'histoire d'un gamin et d'un adulte qui s'entraident mutuellement dans la résolution de leurs problèmes, tu vois, dans essayer d'accepter leur phase cathartique du changement et faut essayer d'avancer dans la vie. Et fondamentalement, bah, ça reste une bonne histoire de raconter ça. Et à côté, t'as l'histoire du bully qui se fait engrainer par un adulte et qui, à la fin, va se rendre compte que peut-être faut pas écouter les adultes qui disent de la merde et la compassion pour les autres, c'est pas mal, quoi. Fondamentalement, ça reste une bonne histoire humaine. Et à côté de ça, écoutez, Jaden Smith, je trouve pas que ce soit un grand acteur. Je sais pas si c'est un grand artiste, je trouve qu'il a beaucoup trop d'ego et voilà, j'ai pas vu After Earth, donc je pense que j'ai pas vu le pire de Jaden Smith. Ouais, c'est l'enfer. Non, moi j'ai vu ses tweets, donc je peux dire que j'ai vu le pire de Jaden Smith. Ouais, mais après il a aussi, il a pas fait créer ou co-créer un anime aussi un peu chelou. J'avais maté le premier épisode, c'était un peu space. Mais peu importe, je le connais plus en tant que chanteur. À la rigueur, je le trouve meilleur en tant que chanteur. Enfin, c'est hyper industriel, mais à la rigueur, pourquoi pas. Mais écoutez, dans ce film, il m'a pas dérangé. Il m'a pas dérangé parce qu'il joue un gamin de 12 ans. Déjà, il a 12 ans. Il a 12 ans, il joue un gamin de 12 ans. Déjà, c'est bien. Moi, des âges, on en est là. C'est appréciable. C'est appréciable. Avec le premier Karate Kid, non, sans déconner, le premier Karate Kid, ils devaient tous jouer des gamins de 16 ans. Ils avaient tous 21, 23 ans, quoi. Ouais. Bah, quand tu les regardes, oui, c'est vraiment pas du tout le même rapport, quoi. Et en fait, je trouve que il fait pas trop mal son gamin de 12 ans, en fait, qui en plus se fait bouger de pays, de
devoir construire sa vie et le mec il arrive, il se fait casser la gueule. Et c'est même pas en plus il se fait casser la gueule et il a envie de détruire les autres. Au début c'est il se fait casser la gueule et il se dit non, j'aimerais bien plus me faire casser la gueule et au pire je les évite. Et il peut pas les éviter, il se fait embarquer dans un tournoi, c'est pas son idée à la base. Donc le gamin, à la rigueur, moi je trouve le gamin au final il essaie juste de passer le film en se disant allez ça va passer quoi. Donc si tu te mets en dehors de la production et de pourquoi il se retrouve là en tant qu'acteur, ça à la rigueur bon bah c'est du népotisme dégoulinant comme on l'aime. Hein. À côté de ça, moi je trouve que le film se tient et éventuellement il est un peu trop long, mais je sais pas, moi quand j'arrive à 1h50, le tournoi se lance, je me dis il me reste 30 minutes, allez, je vais avoir 20 minutes de tournoi parce que bon, il y a 10 minutes de générique, donc je vais avoir 20 minutes de tournoi, je suis content, je vais voir des gamins se taper dessus. C'est pas mal. Peut-être qu'à un moment il y aura du suspense, bon il y en avait pas, peut-être qu'à la fin il va perdre, ça aurait été bien, mais à la fin il perd pas, ça c'est un peu con. En plus on lui colle un love interest, je vous en parlais en off, c'est toujours compliqué en plus les filles ados font toujours plus matures ou plus grandes que les gamins du même âge quoi. Et là l'actrice a 3 ans de plus de base, donc déjà quand tu commences à la voir dans le parc sur son truc, tu dis non mais lui il a 12 ans, elle a 17 ans, ça va être malsain. Elle en avait que 15, mais elle en faisait peut-être 17 tu vois. Et du coup je trouvais ça chelou, et en fait ça finit plus en amitié qu'en histoire d'amour. Ce que je trouve cool, le gars il a trouvé une copine et puis voilà, elle le soutient et puis il y a pas besoin d'aller plus loin. Et à la rigueur le You're Bad for My Life, bah c'est parce qu'elle-même elle se fait engrainer par un père et un entraîneur de chant qui sont des gros cons quoi. Voilà, on est en train de te dire regardez la Chine, les gamins c'est pas simple, faut qu'ils soient toujours les plus performants. Et c'est pas drôle, t'as pas le droit d'applaudir même quand quelqu'un il a fait un truc bien parce que ça met la honte sur toute sa famille. Alors là pourquoi il y a la honte sur toute sa famille, je sais pas, parce qu'il y avait un noir dans la salle pour les soutenir. Après, c'est précepte. Mais ouais, après il y a un choc des cultures qui est pas forcément hyper super dans le film. Mais ouais, moi j'ai bien aimé. Franchement, j'en suis sorti en me disant ok, je le reverrai probablement jamais, mais je suis pas mécontent d'avoir vu en fait. Ok, ça marche. Donc une bonne expérience finalement. J'aimerais juste rebondir avant sur le tournoi quand même. Quelle mère normalement constituée laisse son gamin participer à un tournoi aussi? Comment il prend cher sa mère. C'est terrible. Ça m'a fait. Cheng d'ailleurs, je sais pas si c'est un acteur qui a fait autre chose, le gars qui joue Cheng, mais le mec, j'espère qu'il fait du sport de combat, il est... Ah bah je pense qu'il défonce des gueules quand même. Je pense qu'il est formé, je pense. Mais ouais, mais ça me faisait rire parce que je peux pas dire que je suis insensible, genre au moment le tournoi avec les proches dans la foule. Je sais pas, c'est un truc qui marche un peu. Donc là, ça marchait parce que la daronne hystérique avec son grand sourire, ça marchait bien. Mais quand même, moi je sais pas, tu sais quand l'autre il lui pète la jambe, avant t'es la daronne, tu descends, tu vous arrêtez tout. C'est quoi ce pays de malade? Rentrez chez moi, soignez mon fils, arrêtez quoi. Tu vois, ça j'ai trouvé ça quand même pareil en mode ok, on s'en fout un peu, mais ouais les gars, pas de souci, tu vois. Il y a un truc que je trouve intéressant dans cette version par rapport à la première. On voyait beaucoup plus le côté coach connard dans le premier. Oui. Alors déjà c'était hyper perturbant parce que que tout le monde fasse du karaté à Los Angeles, tu vois. Donc là à la rigueur c'est en Chine. Mais là le coach est posé au début, on le revoit à la fin. Je trouve que c'est bien géré, tu vois, t'as pas besoin vraiment d'en voir plus et d'être montré, regardez, c'est vraiment un connard. Tu le sais en une scène, tu le revois en une scène et puis voilà, il fait son truc et je trouve ça très raciste de l'avoir appelé Cheng, du coup, je sais pas trop. Ouais, bah c'est une coprode hein. Mais on le voit pas des masses et au final c'est le bully d'arrière-plan, il y a pas besoin non plus d'insister trop dessus. Alors oui, ça fait le Jaden Smith show du coup, mais je vous dis, moi ça m'a pas super dérangé et puis franchement, je crois que c'est Romain qui disait ça. Jackie Chan, moi j'ai kiffé dans le film. Bien sûr. En vrai, il passe. Hein. Ouais, comme quoi il portait le film aussi. Je suis pas sûr. Je le ressens vraiment en retrait, moi, Jackie Chan. Hein. Il est vraiment là pour mettre en valeur Jaden Smith. Et après, il fait juste le chef de la maintenance alcoolique, quoi. Pour moi, après, il a une tentative de lore, de background qui est pas inintéressante. Et en plus, ça tombe pas non plus dans l'ultra mièvrerie parce que ça fait une scène qui devient que malaisante sur les 10 dernières secondes. Voilà, quand ils se mettent à chialer tous les deux. Enfin, avant qu'ils sortent de la voiture. Mais après, c'est... Moi, je trouve juste qu'il est sous-exploité, ça m'emmerde toujours de voir Jackie Chan sous-exploité. Il est mal filmé, surtout il y a des moments où il se bat, justement, quand il fout une branlée aux gamins et tous ceux qui l'emmerdent, justement, Jaden. Mais c'est parce que c'est le moment où il doit se défendre contre des gamins sans les taper, et du coup il les tape avec eux-mêmes. Oui, mais c'est ça qui est... Mais non, mais c'est cool. Non, mais ça, y a pas de problème. Mais c'est juste qu'en fait, la façon dont c'est filmé ou c'est cuté, c'est nawak. Il ne met pas en valeur le travail de Jackie Chan. Ah, ça, après, ouais. Non, mais parce que je pense que c'est pour te montrer que de son point de vue, tu vois, il fait les choses à ralenti, en fait. Il fait les choses à ralenti, il leur faut la branler comme ça. Moi, je l'ai vécu comme ça, hein, vraiment, en automatique, il y a même pas besoin d'être rapide ou autre. Moi, je l'ai vu comme on savait pas. Il est counter, quoi. On savait pas comment filmer Jackie Chan, donc on s'est démerdé comme on a pu. Marvin, à toi, pour finir un petit peu sur Karate Kid avant qu'on passe au courrier du Randos. Bah écoute, au risque de vous surprendre, ouais, c'était pas mal. Allez
On est d'accord avec Mervyn en plus. Mais non, mais c'est parce qu'il est fan number one de Jackie Chan. Ah, c'est voilà, tout. je sais que vous allez me prendre. Fanzouz, je t'écoute pas. Je sais que vous allez me prendre pour un gros fanzouz. Effectivement, voilà, il faut le dire tout de suite. C'est un des acteurs les plus importants au monde pour moi. Donc forcément, tu me le mets dans un film. Souvent, j'ai peut-être un seuil de tolérance un peu plus élevé que. J'ai que hâte qu'on parle de Rush Hour. Hein. Vivement un caméo dans Shang-Chi. Bien sûr. Mais non, un petit caméo dans Shang-Chi histoire que tu sois hypé sur le film. Non. En fait, il est dans une période bizarre au moment où il va tourner Karate Kid. Il est à ce moment où il se remet en question parce qu'il y a un complexe qu'il a eu toute sa vie, c'est de pas être considéré comme un vrai acteur. En fait, alors que pourtant c'est un acteur de formation, vraiment. Il a une vraie formation d'acteur, entre autres quoi. Et donc c'est vrai que Jackie Chan, parfois pour le grand public, peut-être qui s'intéresse un peu moins au cinéma d'arts martiaux, c'est le Pierre Richard, si tu veux, de l'action quoi. Tu vois, le mec il fait des grimaces pas possibles, il tombe, il se casse la gueule, il est toujours en sous-nombre. Et poète, voilà. Donc il y a toute cette période où en fait il essaye d'être autre chose que l'asiatique d'Hollywood, en fait. Hein. Ok. Ce qui était en gros Pat Morita d'ailleurs dans le Karate Kid, ouais. Dans le Karate Kid, hein. Lui il a jamais su s'en défaire. Et donc il essaye un peu de faire ça. Et à un moment donné, il reçoit une proposition de Will Smith de faire un film avec lui parce que voilà, il le dit dans son bouquin Jackie Chan que le projet de base c'était de tourner un film avec Will Smith. Will Smith qui était en plus en pleine période mégalo totale, tu vois, mais qui apportait quand même de la lumière et puis qui aurait pu lui permettre peut-être d'enfin trouver un rôle à sa mesure aux États-Unis parce que même s'il a explosé avec Rush Hour, où vraiment là il éclate le box-office avec Rush Hour 2, il n'empêche qu'il est considéré que comme toujours un espèce de faire-valoir, tu vois, pas au niveau d'un acteur d'action hollywoodien. Donc du coup il se fait complètement bolosser dans l'histoire hein, parce que Will Smith n'est pas dans le film. Will Smith sera contenté de produire et de placer son fils à sa place. Donc c'est un truc bien sale qui se passe pendant la prod quoi. Donc Jackie Chan se retrouve dans ce film où finalement il a quand même un rôle où il joue un peu plus que dans le reste de sa film hollywoodienne. Hein. Après, il y a des films qu'il a fait en Chine sur sa fin de carrière là qui sont pas non plus des films à 100% action, quoi, tu vois, dans lesquels il se débrouille bien. Moi, je trouve d'ailleurs qu'il joue pas trop mal. Hein. Donc Karate Kid, je le trouve quand même, je le trouve vraiment bien, quoi. D'ailleurs, de toute façon, je sais qu'il sait jouer, hein, donc voilà, il y a pas de problème, quoi. Il a une seule scène martiale, comme vous le disiez, où il fait le minimum syndical. La seule chose, c'est pourquoi il est filmé comme ça, tout simplement parce qu'il a 60 ans et que c'est plus le Jackie Chan du Marin des mers de Chine, quoi. Il faut différencier déjà la légende de la réalité, hein. Il a toujours été un petit peu doublé. Il y a beaucoup de mythes autour de lui qui diraient qu'il est jamais doublé, c'est pas vrai, hein. Et il est souvent doublé pour les choses qu'il sait pas faire. Là, on en est au stade où peut-être que même dans les scènes martiales, il a besoin d'être un peu doublé. Ce qui fait qu'on peut pas le filmer comme avant. On est obligé de cutter, on est obligé de montrer que, tu vois, ça bouge dans tous les sens, même si la scène, elle conserve quand même un peu l'essence de ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il utilise toujours son environnement ou les autres pour se débrouiller un peu. Il est complètement débordé par ses adversaires. Donc tu vas me dire, oui, tu mets Jackie Chan dans un film, ça marche toujours un petit peu. Oui, c'est vrai. Côté de ça, il y a Jaden Smith qui, je pense, subit quand même une grande injustice. Oh putain, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette émission? Attends, j'ai pas fini. Bah écoute, Luc, nous on regarde pas que avec les yeux, on regarde avec le cœur. Oh là là, on a appris nos leçons du film. Moi, je suis persuadé qu'au final, être le fils de Will Smith dans cette période-là, c'est presque un désavantage par rapport à... C'est presque plus un désavantage qu'un... Pour te faire juger, c'est clairement un désavantage. Puisqu'au final, il s'en est pris plein la gueule juste parce que c'est le fils d'eux. Hein. C'est la seule chose. Hein. Il s'en est pris plein la gueule juste pour ça. Alors qu'au final, moi, je trouve qu'il a plutôt bien bossé. Physiquement, il est pas non plus ridicule. Le mec a fait, officiellement 3 mois de kung-fu, mais j'ai un peu de mal à y croire. Mais bon, n'empêche que... D'autant plus qu'il est un peu noyé dans la masse de gamins qui ont certainement un bagage supérieur au sien. Il est absolument jamais ridicule dans les scènes de combat. Donc même à côté de Jackie Chan, tu vois, ça aurait pu être un massacre, hein, vraiment, tu vois. Et moi, je trouve qu'il s'en sort pas trop mal. Alors, c'est pas un super acteur, mais bon, tu vois, les enfants acteurs, c'est toujours un peu compliqué, quoi. Il ressemble énormément à son père, c'est assez troublant. Ah oui, il a des mimiques. Wow. C'est impressionnant. Je le voyais moins dans After Earth, mais là, vraiment, pour le coup, après, je pense que véritablement, on appuie sur cette corde-là, parce qu'il y a des trucs qu'il fait, c'est complètement hallucinant. On a vraiment l'impression de voir un mini Will Smith, quoi. Ce qui est assez dingue. Après, voilà, le film en lui-même, en fait, comme un espèce de divertissement, je dirais même pas familial, hein. Pour moi, c'est plutôt un film pour enfants, quoi, tu vois, qui dégage un vrai message bienveillant. Ça va, je trouve ça à peu près correct, tu vois, c'est un film que j'aurais pas de mal à montrer à mon gamin. Et voilà. Ça me ferait bien marrer que ton fils, 20 ans plus tard, il fasse du podcast et qu'il dise putain, The Karate Kid, c'était de la merde, mon père, il l'a fait mater. C'est vraiment un enfoiré. Peut-être qu'il m'en voudra à fond, on verra bien. En plus de ça, pour l'anecdote, ils ont fait appel justement pour la coprod à un truc qui s'appelle le China Film Group, là. Et c'est pour ça qu'ils ont eu le droit de se passer des autorisations pour pouvoir tourner genre à Tiananmen ou à la muraille de Chine et tout ça, quoi. Parce que chose qui a pas le droit, en fait, normalement. Enfin... Non, ça permet quand même de montrer certains panoramas chinois sous leurs meilleurs jours, tu vois. Je trouve ça assez bien filmé. Et même des trucs, tu vois. Alors, le réalisateur qui est hollandais, je crois,
et pas un mec qui a une filmo absolument... Il a 6 films. Voilà, c'est assez anodin ce qu'il a fait en plus quand tu regardes. Mais il y a quelques plans qui marchent bien, tu vois. Je pense à la scène où ils sont en train de monter les grands escaliers. Là, t'as des contre-plongées et tout. Je trouvais ça assez bien composé. Voilà, tu vois, c'est efficace, quoi. Ça marche. Voilà, je trouve ça joli. Alors, t'as une espèce de mentalité asiatique, hein, c'est inévitable, qui circule un peu, qui est un peu diffuse pendant le film, tu vois. Toutes les valeurs un petit peu de genre, si tu tombes, il faut toujours te relever, il faut œuvrer pour le bien collectif. Bon, bah, ça, on sait très bien d'où ça vient. C'est notre deuxième film en 2 podcasts qui parle de chi aussi. Mais... Effectivement. Voilà. Sauf que cette fois-ci, c'est à peu près traité correctement, tu vois. C'est un espèce de concept philosophique. Là où la dernière fois, c'était carrément une énergie graphique, quoi. C'est vrai que je préfère Karate Kid que Mulan. Ah bah c'est largement mieux. Donc, écoute, moi, j'ai pas grand-chose de plus à en dire. C'est pareil, la scène du tournoi, je l'ai trouvé pas trop mal, tu vois. Voilà, t'as un espèce de training montage. Tu sais, c'est le principe du training montage aussi, hein, qui continue pendant tout le film. En sachant que le training montage, en plus, c'est un truc qui est associé au cinéma américain, alors que c'est typiquement quelque chose de hongkongais et chinois, hein, ça vient véritablement de là-bas. Donc en fait c'est complètement cohérent, je trouve le tournoi pas mal, voilà, ça se passe bien. Les scènes d'action sont jamais galvanisantes, mais elles ont le mérite d'être bien filmées. Jaden Smith est pas ridicule. Comme le précédent, c'est un divertissement pour enfants complètement crédible, acceptable. La seule différence, c'est qu'il sera peut-être pas défendu jusqu'à la mort par des quarantenaires nostalgiques, quoi. Donc c'est à peu près la seule chose qui va le différencier de ça, quoi. Et, tu sais qu'en parlant de training montage, j'ai failli dire tout à l'heure que tu pouvais pas faire fondamentalement un mauvais film en ayant un training montage, et après j'ai repensé à King Arthur. donc je me suis ravisé. Karate Kid, donc finalement, qu'est-ce qu'il foutait dans ces shitlists, mec? En fait, je comprends pas. Qui c'est qui l'a foutu? Je sais plus. C'est pas moi, je l'avais pas vu. Je sais plus. Mais je crois que c'est toi en plus, hein. C'est peut-être moi. Moi, j'ai proposé Total Recall. C'est peut-être moi. C'est le mec qui je vais mettre une merde, mais en fait, non, je l'aime bien. Mais non, mais en fait, je m'attendais à un truc atroce, et puis finalement, c'était pas si mal. Donc, des fois, on se fait prendre à son propre jeu, mais c'est plutôt agréable. C'est même pas Romain. Putain, ouais, c'est toi, en fait. Tu t'es mis une propre balle, mais en fait, t'as aimé, quoi. Putain, c'est incroyable, ça. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux? J'étais le premier surpris, hein. J'étais dans mon canapé, je me suis dit, putain, ça va pas, j'ai de la fièvre et tout, mais non, ça... Franchement, moi, je suis content quand j'ai des surprises comme ça, quoi. Ouais, quand c'est pas un oeuf-ball qui... Pas trop mal, et puis honnêtement, j'ai entendu des tas de trucs sur ce film, il s'est fait charcler de tous les côtés, bon, toujours par les mêmes, hein. Donc c'est pas un souci, et puis tu vois, tu te rends compte que c'était vraiment pas justifié. Non, c'était pas si mal. Franchement, c'était pas si mal. Faut le prendre pour ce que c'est-à-dire un divertissement familial, voire un film pour enfants, comme l'était le précédent. Il faut pas essayer d'intellectualiser ce genre de choses, c'est du temps perdu, quoi. Mais non, c'était plutôt correct. Voilà. Ok, merci Marvin. En tout cas, c'est ce qui prouve encore une fois que malgré 7 numéros, on est encore face à des surprises quelquefois, et ça fait plaisir. On va pouvoir maintenant passer au courrier du rando, c'est aux avis de nos auditeurs. Arrivé à la fin du film, j'ai senti un truc sur ma joue. Je me suis demandé ce que c'était. Et je me suis rendu compte que j'étais en train de pleurer d'admiration devant Lucie. Je vais te fumer. Alors j'ai pris les avis sur Twitter, j'en ai eu pas mal, et sur Instagram aussi. Je vais commencer avec Anthony de Giga Music, qui m'a fait rire direct. En une réponse, il fait Star Wars 7. Déjà, j'ai trouvé ça malin. Alors que c'est pas du tout un remake. Ouais. Vraiment pas, pour le coup. Non, mais bon, il a quand même raison. Le troll facile. Ouais. Mais c'est Anthony, c'est un malin, c'est un petit malin. Rico nous dit Psycho de Gus Van Sant. Ouais. Moi, je trouve ça un peu violent quand même. Ouais. Plus inutile que mauvais, en fait. C'est une citation. Ouais. C'est un truc, c'est un espèce de projet artistique. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est un but, exercice, quoi. C'était genre fait le même film avec les moyens qu'Hitchcock n'avait pas. Bon, bah voilà, c'est une démarche certainement critiquable, mais je trouve pas ça indigent non plus. Monsieur Cinéphilus nous dit sur Twitter Hellboy 2018. Normalement, avec un nom comme ça, on les cite pas. Ah, mais moi, je suis désolé, moi, je suis un mec, moi, je suis capable de tout. D'accord, ok. Aucune limite. Je plaisante, hein, bien sûr. Comment c'est possible d'avoir pondu une diarrhée pareille alors qu'il suffisait simplement de faire un 3e film et de le confier à Del Toro, moche, grossier, vulgaire, mal écrit et sans intérêt? Est-ce que vous l'avez vu, Hellboy 2018? Ah oui, Hellboy. Non, je l'ai pas maté. Ouais, moi je l'ai vu, ouais, c'est pas bien. Ouais. Au moment où j'aurais pu le mater, j'ai vraiment eu que des avis convergents vers le fait que c'était horriblement de la merde. Ouais, c'est pas bien du tout. Ouais. Des fois, tu te dis, pas besoin de vérifier. C'est un des rares films que j'ai téléchargé à sa sortie et que j'ai regardé en accéléré. Eh ben bravo. Voilà, j'ai peur de rien. On a que des sauveurs des salles ce soir, hein. C'est bien. Hein. Nous allons sauver les salles. D'ailleurs, en parlant de salles, les salles rouvrent mercredi, et vous allez voir quel film d'ailleurs dès la réouverture des salles. Moi, le premier film que je vais voir, c'est Adieu les cons, je l'ai pas vu quand il... Ok, Marvin? Moi, je pense que je vais aller voir Le Dernier Voyage, puisque le reste, j'ai avec Jean-Jean. Karim? Je crois qu'il y a un film Demon Slayer qui va sortir. Ouais, oui, il sort mercredi. Je crois que ça va être ça. Et moi, ça va être Mandibule, du coup, je l'ai pas vu.
Ah ouais. Mandibule, Quentin Dupieux. Voilà, c'était l'instant culture hein, pour essayer de justifier qu'on télécharge comme des gros sacs aussi. On fait marcher nous, on fait pas de sauf que nous, on n'en fait pas de vidéo. Voilà, c'est ça exactement. On fait pas de vidéo de mandibule 2 mois avant la sortie. C'est la différence. Ouais. Farsi Mathieu nous dit pire remake sans aucun doute pour moi, Antise avec Catherine Zeta-Jones et Liam Neeson. L'original La Maison du Diable en français. Ah, c'est nul, Robert Wise, bien que datant de 63 en noir et blanc, avec moins de moyens techniques et il était bien plus impressionnant. Je suis assez d'accord que c'est pas ouf. Hein. Ça va. Putain, j'ai pas de souvenir de ce film moi. Bah, c'est exactement ça en fait. Je trouve passable. Le moi. truc, c'est qu'il a été complètement parodié dans Scary Movie 2 derrière, tu vois. Ouais. La base... Mais il est probablement moins impressionnant en tout cas, et du coup, il est peut-être dans les remakes inutiles tout simplement sans être totalement mauvais. Ok. Manuel Di Pietro nous dit Scarface 83. Ah, mais ça mais relève pas ce genre de conneries. Watch out, we've got a bad guy. What an edgy boy. Il y en a qui l'ont mis quand même hein, sur Twitter ou sur Instagram, un Scarface. Ouais, vous êtes pas bien, les mecs. Je comprends pas. La version originale, je crois que c'est 1930, il me semble, je sais plus. Ah ouais. The War Dogs. Je préfère largement le remake. Hein. Moi, j'ai vu celui de War Dogs. Après, il est très bien, celui de War Dogs. Ouais, mais de toute façon, c'est pas du tout le même film. Hein. T'appelles ça un remake et encore, t'es gentil, quoi. Ah, et en fait, ils ont non, c'est juste qu'ils ont repris le nom, quoi. En fait, ils sont pas fâchés. Mais c'est vrai que Scarface, ça me paraît un peu violent. Mais après, en termes d'exercice remake, effectivement, il est nul parce qu'il a pas repris les éléments du film. Ouais, mais en soi. On s'en branle. Ça, enfin, ouais. Effectivement. Le film, il est pas dégueu, quoi. Vraiment pas. Et sur Instagram, Emery Kuhn qui nous dit, je sais pas si ça rentre dans la case remake. D'ailleurs, je vous pose la question aussi. Mais Kong Skull Island. Oh non, c'est pas un remake. Bah, c'est pas un remake comme Godzilla n'est pas un remake dans ce cas-là. Non, mais le remake, c'est King Kong de Peter Jackson, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ouais, parce que mais en plus, c'est rigolo. C'est rigolo, Kong Skull Island. Je sais pas, moi j'ai l'impression que c'est. Ah non, Kong Skull Island, je trouve que c'est vraiment de la merde. Non. Ah, moi je trouve ça rigolo. C'est vraiment un jeu vidéo un peu raté, quoi, en film, quoi. Et puis ça me terrifie de savoir que c'est ce réalisateur qui est peut-être possiblement en train de faire le film de Metal Gear Solid. Moi je trouve ça un peu dingue. Ça traumatise beaucoup. Mais Metal Gear Solid à la base c'est déjà du mauvais cinéma. Oui, c'est vrai que c'est un mec qui a raté l'école du cinéma qui fait du jeu vidéo. Hein. Est-ce qu'on peut se poser la question pour revenir sur Godzilla, est-ce que c'est pas le Godzilla de Emmerich qui aurait inspiré le design du Metal Gear Ray qui apparaît à partir de Metal Gear Solid 2? Je sais, c'est ça, je crois. Je crois que c'est ça. Toujours dans les bons coups. Kojima toujours dans les bons coups, effectivement. Danny le Doc, très énervé, nous a envoyé 3 films d'un coup. The Amazing Spider-Man. Ouais. Je suis pas d'accord. Le premier, je l'aime bien, moi. Mais... il est naze. Je l'ai revu, il est naze. C'est de la merde quand même. Quand tout le monde chie dessus, je veux dire, il est peut-être inutile, mais je trouve pas ça si dégueulasse, quoi. On a vu vachement. C'est moche. C'est terriblement moche. C'est pas terrible. Je suis pas d'accord sur tout. Mais... Les 4 Fantastiques, la version de Josh Trank. Est-ce qu'il y a un bon film 4 Fantastiques déjà? Un truc déjà horrible, quoi. Donc, Ah non, mais je trouve ça incroyable. C'est vrai qu'il faudra qu'on en parle parce qu'il est incroyable. Il est magique. Et moi, ce que je trouve incroyable, c'est que quand je l'ai vu au ciné, je bossais pour Comics Blog, donc déjà la prod, je maîtrisais le truc, quoi. Je savais le chaos que ça avait été. Et tu te retrouves dans le film pendant 1 heure, tu dis c'est bien, quoi, c'est pas mal. Et là, ça dure 1h30, la dernière demi-heure. Elle saccage l'ensemble du film et des parents du film. Tu vois les mecs costume cravate avec des mallettes. Hop. Ah, ça va être notre film, hein. D'accord. Voilà. Ah, non, mais l'enfer derrière. L'enfer. Et il y a Tortue Ninja Turtle, produit par Michael Bay. Ouais, je suis d'accord. Ah, c'est pas terrible. Mais après, d'un autre côté, c'est pas terrible non plus. Oui, c'est ce que j'allais dire. Le tout premier est sympa. Ouais. Oui, non, mais d'accord, mais bon. C'est Karate Kid, c'est pareil, quoi. Ouais, mais après, c'est un comic book, les gars. J'ai un podcast sur les Tortues Ninja, j'en ai parlé du premier, j'ai parlé du deuxième. Dès le deuxième, c'est l'enfer. Oui. Non, mais entre nous, le pire remake, c'est Man of Steel. Eh oui, quand même. Joak nous dit le choc des titans avec Mouloud Achour. Bah non, du coup, non. Il y a eu pire. Non, Mouloud en 3D, c'est bien. Conan, non? Ah, Conan. Le Conan avec Momoa, il est bien dégueu. Le problème, c'est que toute cette vague-là, elle est concentrée à peu près au même moment, quoi. Donc 2012-2013. C'est vrai. Ouais, début des années 2010, c'était... Ouais, ils se sont dit, putain, les années 80, c'est génial, si on remettait un petit peu tout... si on en faisait de la merde. Non, c'est un truc. L'homme à la chaussure rouge, remake US du Grand Blond, avec cette fois-ci Tom Hanks. C'est là, il y a une liste infinie en fait des remakes, des comédies. Les visiteurs en Amérique. Ah ouais. Le taxi en Amérique. Enfin, le taxi, ils ont pris. Ah oui, c'est New York Taxi. Ouais. Ah là. Superbe. T'as réussi à faire pire que. T'as réussi à faire pire que Gérard Pires. C'est un vivier infini, ça. Infini. Faudrait qu'on en fasse un spécial USA, là, tous les films, parce qu'il y a Intouchable aussi. Enfin, Intouchable, il est un. Ouais, ça va encore le remake US. Mais... Avec Bryan Cranston, justement. Non, il est nul, mais il est pas dans le giga nul.
Il est nul. Ouais, mais Je l'ai là, pas vu. sur ton échelle, là, on sait pas trop où se placer. Là. Mais... Attends, d'un mec qui me dit que Karate Kid c'est bien et l'autre en face Equilibrium, c'est bon. Allez. Un jour, Stop. normalement, on aura le remake de The Raid un jour aussi. Ah non oui. il s'appelle plus The Raid, il s'appelle... c'est avec Frank Grillo, là. Ouais. Il s'appelle Zeno, le film. Oh là là. D'accord. Ils ont renié. Enfin, c'est peut-être. Ouais, c'est pour éviter de se faire comparer Gareth Evans qui a directement. renié. Après, les gens qui se plaignaient déjà que The Raid 2 était trop scénarisé, là, bon courage. Mais bon, voilà. Hein. Et pour finir, sur Instagram, on a Ario qui nous dit: le remake de Suspiria est un véritable enfer. Son montage me donne envie de mourir. Je suis pas trop d'accord, moi. Je le trouve pas incroyable, mais ça va. Qui c'est qui l'a vu après? Ça, il y a que toi, je pense. Hein. Je l'ai pas vu, moi. J'ai vu que l'original. L'original, je l'adore, hein, de Dario Argento, mais j'ai pas vu. Il est super, mais après, Guadagnino, c'est un poseur, comme d'habitude, mais moi, je trouve ça assez bien fait. Après, t'as toujours cette espèce d'emphase sur la performance, tu sais, merde, le nom de l'actrice m'échappe. Dakota Johnson. Non, pas du tout. L'autre? Pas du tout. Mais non, mais Dakota Johnson, c'est le héroïne, mais l'autre, tu veux dire. L'actrice qui est dans les Bong Joon-ho, là. Tu vois, voilà. Ah bah, je vais te la retrouver. De quoi tu parles? Non, je vais la retrouver, c'est bon. L'actrice qui est dans quoi? L'actrice qui est dans les Bong Joon-ho, là, dans Tilda Swinton. Tilda Swinton, voilà, bien sûr. Voilà. Donc, il y a toute cette emphase autour de Tilda Swinton qui est dans la surperformance permanente. Voilà, ok, Tilda Swinton. Donc, voilà. Ça, c'était un petit peu lourd, mais non, moi, je trouve le film pas mal. Merci Marvin, merci Manu et merci Carré, mais encore merci à notre Romain à la régie. Retrouvez-nous bientôt pour un nouveau numéro pour vous parler du pire du cinéma. shitlistpodcast@gmail.com pour nous proposer des sujets. Rejoignez-nous sur Twitter, Instagram, Discord pour retrouver notre communauté ultra active. Non, je déconne pas sur Discord. Retournez sur flux.com pour retrouver tous les épisodes de Shitlist, RVLT, début de la fin, 5 étoiles sur Apple Podcast, iTunes ou Podcast Addict avec un petit commentaire. Partage un maximum le podcast. À dans 2 semaines. Ciao.